Mesdames, Messieurs, je n'ai pas l'intention de vous livrer ici une longue et fastidieuse introduction à la trop vaste question de la modernité en Chine et en Europe. Tout d'abord parce que j'en serais bien incapable, et ensuite parce que ce sujet contiendrait en réalité deux, voire trois, également multiples et délicats aspects à traiter. Mais enfin, il me serait tout aussi impossible de vous faire sentir l'intérêt de mon sujet réel, qui sont les travaux de l'Institut des études avancées sur la culture européenne de l'Université de Shanghai Jiaotong, sans décrire les réalités de ces deux ou trois termes que j'entends développer ici. En effet, naturellement et progressivement sollicité depuis quelques décennies par la restitution contemporaine de la Chine à sa dimension et son influence internationale, les études à caractère historique portant sur les échanges entre Chine et Occident, parmi un déferlement continu d'autres publications allant de la vulgarisation destinée à l'homme de la rue, vous et moi, aux approches plus pointues touchant les différents visages de ce renouveau unanimement salué, ne sont désormais plus rares, mais connaissent au contraire une amplification inédite. Outre celles qui nous réunissent ce soir, les initiatives se multiplient un peu partout en Europe autour du dialogue entre Chine et Occident, et cela depuis de nombreuses années. À la suite de livres comme celui de Jacques Gernet, Chine et christianisme, ou celui de Jean Lévy sur la Chine romanesque, les études portant sur cette influence réciproque et ces échanges culturels, en particulier littéraires, ont prospéré. On peut songer par exemple au texte contenu dans l'ouvrage d'Haruhisa Kato sur la réception de Victor Hugo en Chine, et le rôle d'intermédiaire bilatéral joué par Chen Jitang à la fin du XIXe siècle, auteur célèbre du succès intitulé Les Chinois peints par eux-mêmes, parisien d'adoption et véritable passeur de matériaux culturels à la fin du XIXe siècle, comme l'est aujourd'hui encore François Cheng. Notons que des études similaires de réception ont été livrées par Wang Shaoling à propos de l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau. C'est une œuvre particulière qui, en raison de sa filiation réputée avec la partie politique du marxisme, voire avec le maoïsme, sous certaines plumes, revêt un intérêt particulier, un caractère à la fois historique et vivant pour de nombreux Chinois, y compris les plus jeunes, comme j'ai pu le constater dans le cadre du cours sur Rousseau que je donne à Shanghai. D'autres ouvrages, encore, évoquent aujourd'hui la tradition déjà ancienne des relations entre la France et la Chine, et sur le ton de la célébration, à l'occasion de leur cinquantenaire, de la restauration de leurs liens diplomatiques en 1964 à l'initiative du général de Gaulle. Ainsi en est-il par exemple de l'ouvrage La Chine, une passion française, tiré des archives de la diplomatie française du XVIIIe siècle à nos jours, auxquels se mêlent d'autres témoignages, parfois poétiques ou fantasmés, ou encore du récent ouvrage de Béatrice Didier et Meng Hua, Miroir croisé Chine-France, XVIIe, XXIe siècle, du livre de Binsac-Tissier consacré à la France en Chine de Sun Yat-sen à Mao, ou encore de l'exposition de 2014 intitulée La Chine à Versailles, art et diplomatie au XVIIIe siècle. Enfin, à côté d'autres manifestations vouées à l'art chinois et à la connaissance de la Chine dans nos contrées, songeons par exemple au cours d'art chinois organisé depuis plusieurs années par Brigitte Desnaux à l'Université libre de Bruxelles, ou au récent Festival des arts Chine de l'Institut Confucius à l'Université d'Artois en février 2015, à côté également du colossal travail, et je vous conseille vivement de surfer sur ce site, le travail de compilation réalisé par le site Chine ancienne, qui répertorie et donne accès à un nombre croissant d'ouvrages libres de droit consacrés à la Chine, eh bien, certaines approches qu'on qualifierait volontiers de latérales semblent promettre de beaux lendemains à l'étude des regards réciproques échangés par l'Europe et la Chine au fil des siècles. Je songe par exemple aux travaux de Xian Jin sur l'imaginaire de l'autre en Chine et en Occident, sur l'écriture subjective de la littérature chinoise contemporaine et la difficulté qu'ont les Chinois à y faire émerger le je ou le moi, ou encore aux recherches menées à l'université d'Exeter par Yue Zhuang autour de la culture du paysage comme vecteur d'échange entre Chine et Europe entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Si donc une mode sinologique, voire une sinomanie, et au premier rang parmi les plus populaires, l'étude pourtant très ardue du mandarin, ainsi que des courants spirituels de la Chine ancienne, taoïsme et confucianisme, attirent bel et bien aujourd'hui des légions toujours plus fournies d'amateurs souvent éclairés, traduisant cet élan d'intérêt dont l'ère numérique et la globalisation des échanges académiques n'ont sans doute pas diminué l'ampleur. Elles demeurent souvent captives dans l'imaginaire collectif d'une fascination en tout point comparable à celle qu'exerce sur l'être humain l'idée de nouveauté.
et partage avec elle l'illusion qui la nourrit, à savoir la redécouverte ébahie et vaguement dynamique d'une réalité ancienne, qui n'a jamais cessé d'être, mais dont les regards, parant toujours au plus proche et au plus pressé, ont pu être distraits assez longtemps pour qu'elle soit oubliée. En effet, les relations entre la Chine et l'Occident ont, comme chacun sait, une longue histoire, dont en tant que spécialiste de la littérature française du XVIIIe siècle et de Jean-Jacques Rousseau en particulier, je n'ai bien sûr qu'une connaissance rudimentaire, et que, comme le soulignait d'ailleurs le volume pionnier, en ce sens publié par Brigitte Desnaux et Jacques Marx en 2009 à l'Université libre de Bruxelles, il serait sans doute bien vain de chercher à épuiser ici. Il reste qu'à n'évoquer que le siècle des Lumières, la vision de la Chine qui développe les intellectuels, missionnaires et voyageurs, ne nous en éclaire pas moins sur les conditions dans lesquelles l'Occident et l'enfant naturel de ces démocraties, l'individu occidental, pensent la redécouvrir aujourd'hui. Car si le contexte a changé, les modalités selon lesquelles l'ailleurs et l'autre y sont envisagés devraient peut-être retenir notre regard, comme le font parfois les miroirs. Si le XVIIIe siècle français s'intéresse à la Chine comme il s'intéresse au Japon, à la Turquie, à l'Afrique ou au Nouveau Monde, il est d'une manière générale loin d'y appliquer une démarche rigoureuse ou scientifique, laquelle, comme l'écrivait Lévi-Strauss, ne sera véritablement initiée qu'en 1754 dans les notes embryonnaires et absolument vertigineuses du second discours de Rousseau, authentique fondateur des sciences de l'homme sur lequel je reviendrai, et ne s'institutionnalisera qu'à partir de la fondation, en 1795, de ce formidable vivier de chercheurs qu'est l'Institut national des langues et civilisations orientales, INALCO ou Langzhou. Mais il faut admettre que le manque de méthodologie qui caractérise cet intérêt très vif des Lumières pour la Chine, dont les productions constituent désormais un champ de recherche à part entière, touche en réalité l'ensemble des sciences telles qu'elles sont pratiquées alors. L'astronomie, la chimie, la physique, s'accommodant pour lors sans scrupule d'astrologie, d'alchimie et de métaphysique, et la science même des Saintes Écritures, il n'y a rien de surprenant à ce qu'il en aille de même d'une proto-ethnologie et d'une proto-anthropologie, alors en attente de leur formalisation conceptuelle et de leur définition proprement scientifique. À titre d'exemple, mais ils sont à tout le moins parlants, la très vaste majorité de l'opinion à l'époque des écrits politiques de Rousseau vit dans un monde peuplé de superstitions. Un monde dont les mers du Sud sont peuplées de sirènes, de tritons, de monstres marins en tout genre. Une abondante littérature fournit une classification de ces monstres, illustration à l'appui, comme dans la vue philosophique de la gradation naturelle des formes de l'être, de Robinet, ou chez Louis-Jacques Moreau de la Sarthe, description des principales monstruosités dans l'homme et dans les animaux, précédée d'un discours sur la physiologie et la classification des monstres, qui date de 1808. Il s'agit d'un monde où les chats sont considérés comme des incarnations démoniques, et partant comme source de bienfaits médicaux, y compris par de très sérieux encyclopédistes comme Daubenton et Jaucourt. Il faut dire que les maladies à l'époque sont encore perçues comme le fruit d'un dérèglement d'humeur, système médical datant de l'Antiquité et qui au XVIIIe siècle trouve, par le biais du Britannique Robert Burton, un écho particulier dans le cas de ces maladies du siècle que sont l'ennui et la mélancolie. Celles-ci sont également influencées par les dieux planétaires, en l'occurrence Saturne, que l'on étudie encore chez des scientifiques sérieux comme Kepler et Gassendi, sous l'influence du zodiaque d'Auson, poète du IVe siècle. La Bible, la mythologie et les récits de l'Antiquité sont les principales ressources historiques dont on dispose. La Terre elle-même n'a dès lors que 6000 ans tout au plus, et fut créée par Dieu, ainsi que l'homme. Nous sommes donc bien éloignés ici d'une quelconque forme de darwinisme. Les sujets du monarque se donnent le frisson en lisant les récits d'anatomistes comme la dissertation sur l'incertitude des signes de la mort de Jacques Benning Winslow, qui date de 1742, qui évoque les morts vivants. L'éducation et les produits culturels demeurent des privilèges. Il faut par exemple 3 mois de salaire à un ouvrier anversois pour s'acheter le roman de Jean-Jacques Rousseau. En somme, si dans le discours préliminaire de l'encyclopédie, d'Alembert se prévaut à juste titre d'établir un système de connaissances qui est permis de réduire à des règles positives, invariables et indépendantes du caprice ou de l'opinion, et selon l'ordre historique des progrès de l'esprit, si pour le Diderot triomphant des pensées sur l'interprétation de la nature, il ne fait aucun doute que le siècle touche au moment d'une grande révolution dans les sciences, grâce aux travaux séminaux de ses contemporains posant les authentiques colonnes d'Hercule de la science, s'il est vrai que ce siècle est celui de l'histoire naturelle de Buffon, de l'introduction des principes mathématiques de Newton en France par Madame du Châtelet et la traduction de Voltaire, des expéditions de la Condamine à l'équateur et de Maupertuis dans l'Arctique,
Si même Jean-Jacques Rousseau, le prétendu contempteur des sciences, a pu y donner de volumineuses et très documentées institutions chimiques, 1206 pages, avant que Lavoisier ne les débarrasse de la théorie phlogistique, eh bien, il n'en reste pas moins que l'épistémologie des Lumières présente ici et là quelques caractéristiques à tout le moins troubles, ne cadrant guère avec celles que cherche à poursuivre et à produire notre époque. En outre, il n'y a pour lors ni industrie de grande échelle, ni marché de l'énergie, à peine quelques théories économiques s'ébauchent-elles, c'est le début des statistiques au niveau de la population, dans l'essai sur les probabilités de la vie humaine, chez Depardieu, ça date de 1746. La société est essentiellement rurale, basée sur les ressources naturelles, sur la petite manufacture, sur l'exploitation domestique, et pour revenir à notre sujet, colonial, bien sûr, principe justifié entre autres par Jean-François Melon dans son influent, quoique passablement ignoble, essai politique sur le commerce, qui date de 1734. La France, société fortement polarisée entre la survie et le luxe, est le centre de l'univers. Les relations internationales, comme par exemple avec le Levant et le sérail de Constantinople, sont alors essentiellement commerciales, et l'étranger, qui dans le meilleur des cas est perçu sous le jour de l'apport matériel ou du pouvoir politique que sa fréquentation ou son exploitation peuvent occasionner, est, dans bien d'autres circonstances, considéré comme un être négligeable que l'on peut, voire que l'on doit, instrumentaliser, puisque le siècle vit encore et toujours sous le régime du Code noir, recueil d'édits, déclarations et arrêts concernant les esclaves, je cite, nègres de l'Amérique, promulgué en 1685 et qui ne sera aboli qu'en 1848. Celui-ci autorise, légitime et codifie le traitement, la maltraitance, la torture et l'exploitation du, je cite, noir d'Amérique, sans que quiconque ne s'en offusque. Traitement de l'autre, à tout le moins radical, qui mérite sans doute de ne pas sombrer dans l'oubli lorsque l'on traite des relations internationales de la France d'alors. Entre cette épistémologie trouble, signalant le stade encore liminaire de son développement, et cette instrumentalisation ethnocentriste de l'autre, il n'y a rien d'étonnant à ce que la France des Lumières, un pied dans la tradition, l'autre dans la modernité, ait développé de la Chine une vision particulière, dont il nous plaira sans doute de nous sentir distants, tant elle semble en effet témoigner d'anciens pièges que les tentatives actuelles de comprendre la Chine d'aujourd'hui devraient probablement éviter. On peut classiquement distinguer, dans l'extraordinaire intérêt porté par la France du XVIIIe siècle, trois types de regards qui ne s'excluent pas. Pour chacun de ces regards, je ne prendrai ici qu'un exemple que je tenterai de commenter selon mes maigres connaissances en la matière. Je tiens à insister d'emblée sur le fait que j'en exclurai le commerce. Non que les échanges commerciaux n'aient naturellement constitué, et constituent d'ailleurs encore, le premier attrait de la Chine aux yeux des Occidentaux, mais outre qu'une langue franche suffit amplement à les pratiquer, comme dans les ports et zones franches de jadis, et qu'il est dès lors possible d'établir des relations commerciales sans jamais s'intéresser à l'autre ou à sa culture, des raisons purement matérielles, entre autres de voies navigables, ont eu pour effet de limiter la connaissance que les marchands européens du siècle des Lumières auraient pu développer de la Chine, à son littoral, à ses marchands fonctionnaires et aux ouïdirs captés dans les ports. Rousseau, dans la note 10 du second discours, condamnera d'ailleurs ces trop nombreux Européens, plus curieux de remplir leur bourse que leur tête, tout en leur opposant l'idée embryonnaire d'une démarche proprement ethnologique, d'où nous verrions nous-mêmes sortir un monde nouveau, et grâce auquel nous apprendrions ainsi à connaître le nôtre. Les seuls témoignages auxquels Rousseau, lequel est sans doute l'un de ceux qui a le plus cherché à l'époque à étayer son propos de sources sûres, reconnaît de valeur, sont précisément ceux laissés par les jésuites à propos de la Chine. Or, ces témoignages ressortent d'un domaine bien différent du commerce, qui est celui des missions et de la conversion des Chinois à la religion chrétienne. Le premier intérêt est donc d'ordre philosophique et religieux et concerne le rôle joué par les jésuites dans le développement progressif d'une connaissance certaine de la Chine en Europe. La présence des missions en Chine remonte à Matteo Ricci, donc c'est le XVIe siècle, véritable homme de la Renaissance, mu par l'idée encyclopédique, et qui est demeuré célèbre en raison de son palais de la mémoire, dont a parlé Francis Amelia Yates dans L'Art de la mémoire, l'œuvre majeure de Yates dans les années 60. Les premiers livres français consacrés à la Chine concernent le confucianisme et consistent en des traductions d'ouvrages chinois réalisés par des missionnaires chrétiens, le plus célèbre étant La morale de Confucius, philosophe de la Chine, paru en 1688, traduction française de l'ouvrage Confucius Sinarum Philosophus, publié par un Malinois, le père Philippe Couplet, né en 1623 et mort en 1693. Comme d'autres, il avait de la Chine et de ses réalités une connaissance de première main, quoique l'objectif réel de ses pérégrinations fut naturellement d'y mener des campagnes d'évangélisation chrétienne.
Comme le note Jacques Marx, la présence des jésuites en Chine est le lieu d'un processus double. D'une part, soumettre les catéchumènes chinois aux représentations occidentales de la vie de Jésus, et d'autre part, accommoder les représentations de l'univers mental confucéen aux attentes du public cultivé européen, quitte évidemment à en développer une vision quelque peu outrancière. La traduction française de l'ouvrage du père Couplet, La morale de Confucius, philosophe de la Chine, contient à ce titre quelques passages révélateurs, à commencer par un avertissement digne d'attention. Confucius y est décrit comme un philosophe dont la morale, à la fois infiniment sublime, simple, sensible et puisée dans les plus pures sources de la raison naturelle, lui donne un avantage très considérable sur un grand nombre d'écrivains du paganisme, mais aussi sur plusieurs auteurs chrétiens, qui ont tant de pensées fausses ou trop subtiles, qui outrent les devoirs presque partout, qui s'abandonnent à la fougue de leur imagination ou à leur mauvaise humeur, qui s'éloignent presque toujours de ce juste milieu où la vertu doit être placée, qui la rendent, par les faux portraits qu'ils en font, impossible à pratiquer et qui par conséquent ne rendent pas beaucoup de gens vertueux. On le constate, à peine a-t-on évoqué le nom de Confucius, dont on ne sait encore rien, que le texte l'utilise comme prétexte à un règlement de compte intestin franco-français entre initiés, lequel se poursuit d'ailleurs par un réquisitoire en bonne et due forme contre un écrivain de ce temps, dont le nom est tu, même si la référence aux essais de morale indique clairement qu'il s'agit ici de Pierre Nicole, auteur avec Arnaud de la logique de Port-Royal. S'adjoignant l'autorité de l'auteur de La manière de bien penser dans les ouvrages d'esprit, à savoir le grammairien jésuite Dominique Bouhours, l'auteur de cet étrange avertissement se noie littéralement dans une argutie théologique autour de l'idée de « haut et puissant Seigneur », expression dont les divers sens possibles sont ensuite analysés dans le détail, avant que ne soit abordé un autre passage de Nicole jugé discutable, à propos de la vanité des sciences et des arts, dispute de 3 pages, au terme desquelles l'auteur juge enfin opportun de revenir à son sujet par une béquille maladroite. On peut assurer que dans cet abrégé de la morale de Confucius, on ne trouvera rien de semblable à ce qu'on vient de voir. S'ensuit en effet un éloge du philosophe chinois, dont les essais de morale sont des coups de maître, où tout est solide, parce que la droite raison, cette vérité intérieure qui est dans l'âme de tous les hommes, etc. Mais si l'on revient brièvement à Confucius, ce n'est que pour mieux retourner à la ligne suivante, aux disputes des théologiens qu'affectionne tant l'auteur. Il n'y a rien, dit-il, de faux dans ces raisonnements, rien d'extrême, nulle de ces subtilités épouvantables qu'on voit dans les traités de morale de la plupart des métaphysiciens d'aujourd'hui. À savoir, comme il l'indique en note, le traité de morale de l'auteur de La recherche de la vérité, c'est-à-dire le père Malebranche, qui avait publié le premier ouvrage précédemment. Ce nouveau règlement de compte clôturé, le lecteur espère enfin en venir à Confucius, lorsque l'auteur commente l'une des maximes de ce dernier selon laquelle il y a certaines personnes qu'il est permis de haïr. Aussitôt, l'auteur le justifie non pas en tentant d'épouser la pensée du philosophe chinois, mais bien en recourant à des arguments tirés immédiatement des recommandations de Jésus-Christ dans son évangile. Une fois de plus, tout à son sujet de prédilection, dont on a bien compris qu'il n'avait rien à voir avec la Chine, l'auteur se lance dans un nouveau commentaire de 3 pages, inspiré de l'évangile selon Matthieu. Enfin, au terme d'un long avertissement entièrement voué aux querelles divisant les jésuites sur tel ou tel point de théologie et aux diverses manières de prouver la dette de la pensée confucéenne à l'égard, sinon des Saintes Écritures, du moins du Dieu qu'elle loue par l'universalité de la rationalité qui s'y manifeste, après en somme n'avoir rien dit de Confucius pendant plus de 10 pages, l'auteur a l'audace d'amorcer sa conclusion par cette phrase « Au reste, par tout ce que nous avons dit jusqu'ici, on peut juger combien le public est redevable aux pères Incorchetta et Couplet, jésuites qui ont traduit du chinois en latin les 3 livres de Confucius dont nous avons tiré cette pièce morale qu'on voit paraître. » L'auteur poursuit en avouant sans peine le monnayage des textes auxquels il s'est livré. « Nous avons choisi les choses les plus importantes, dit-il, et en avons laissé plusieurs qui, quoique bonnes en elles-mêmes et conformes surtout au génie des personnes pour qui elles ont été dites et écrites, auraient semblé peut-être trop vulgaires et de peu de considération dans notre Europe. » Bien sûr, la manœuvre serait incomplète si l'auteur n'achevait en rassurant définitivement son lecteur sur le compte des Chinois, qui, depuis le commencement de leur origine jusqu'au temps de Confucius, n'ont point été idolâtres, n'ont eu ni faux dieu ni statue, mais n'ont adoré que le créateur de l'univers, Dieu qu'ils ont servi avec beaucoup de magnificence. L'on se croit même obligé de détailler les vertus quotidiennes de ces Chinois qui, depuis toujours, en ont fait de véritables bons chrétiens en puissance. Ils honoraient fort leur père et mère, et les personnes avancées en âge. Les femmes étaient fort vertueuses.
et l'on remarquait une grande modestie dans leurs habits et dans toutes leurs manières. Les hommes et les femmes, les grands et les petits, les rois et les sujets aimaient fort la sobriété, la frugalité, la modération, la justice et la vertu. On le constate, ce texte, pourtant si important dans l'histoire de la perception française de la Chine et des Chinois, tente par tous les moyens d'inféoder, de christianiser Confucius et son peuple pour les rendre compatibles avec le public européen, ou du moins une frange supposée importante de ce public. Cette tentative s'observe également dans une autre manœuvre édifiante qui ne manque ni de piquant ni d'exemplarité. La première partie de la morale de Confucius se consacre à l'histoire de la Chine. Le problème de l'auteur sera cette fois d'être confronté à diverses mythologies locales et naturellement peu compatibles avec la Bible. Mentionnant le premier empereur de Chine, Fo-hi, il fait remonter son règne à 2952 ans avant Jésus-Christ. Dans la mesure où la Terre, rappelons-le, ne peut avoir selon la Bible que 6000 ans tout au plus, l'auteur s'empresse de signaler que les Chinois eux-mêmes reconnaissent que tout ce qui est dit de la Chine avant le règne de cet empereur est fabuleux et suspect de mensonge. Ce qui est dit de la Chine avant Fo-hi, ce sont les grandes annales, où, outre la création du monde, se trouve relaté le règne de 3 empereurs mythiques sur plus de 49 000 ans, suivi de celui de 35 impériales, chaque règne s'étendant sur plusieurs siècles. L'auteur prend donc son parti en défendant l'idée d'un Fo-hi, premier empereur de la Chine, et cela malgré 1000 fables impertinentes qui l'entourent et que l'on peut bien comparer à celles dont on décore les récits de notre propre Antiquité. Or, c'est le moment que choisit l'auteur pour tenter une datation plus précise du règne de Fo-hi. Et le raisonnement qu'il suit pour ce faire est de toute rigueur chrétienne et d'une arithmétique irréprochable. Voilà ce qu'il dit. Quoiqu'on ne puisse pas savoir précisément en quel temps Fo-hi jeta les premiers fondements de son empire, il y a pourtant beaucoup d'apparence que ce ne fut pas longtemps après le déluge. Car en effet, si l'on suit même à la rigueur les supputations des Chinois et la chronologie des Septante, ce ne fut qu'environ 200 ans après, dans un temps où Noé vivait encore. Il aurait vécu 950 ans. De sorte que nous croirions volontiers que l'empereur en question est descendu de ce patriarche. Donc l'empereur de Chine, bien sûr, est descendu de Noé, par le biais de Sem, fils de Noé, aux côtés de Cham et Japheth, qui, selon le sentiment de tout le monde, eut l'Asie pour son partage. D'une logique implacable, le calcul se poursuit. Que si l'on ne veut pas s'en tenir aux supputations dont nous venons de parler, retranchons, si l'on veut, les 6 premiers empereurs, dont l'histoire pourrait n'être pas vraie en tout, et commençons à compter seulement depuis le 7e, savoir depuis l'empereur Yao, c'est un empereur mythique du 3e millénaire avant notre ère. On trouvera encore, selon cette supputation, que l'origine de la nation chinoise n'est pas fort éloignée du déluge, car depuis le temps d'Yao, jusqu'à l'année de ce siècle 1688, il y a 4048 ans, ce qui le situe en 2360 avant Jésus-Christ. Enfin, le paragraphe suivant dévoile pour de bon l'intention réelle de l'auteur ou des auteurs. Cela étant ainsi, il faut nécessairement que ceux qui ont commencé à habiter la Chine eussent encore la connaissance du vrai Dieu et de la création du monde. Car l'idée du vrai Dieu et le souvenir de la création du monde ont subsisté longtemps après le déluge, dans l'esprit des hommes, même de ceux qui s'étaient le plus corrompus. En effet, outre qu'il est parlé de la création du monde dans les annales des Chinois, quoique d'une manière différente de l'histoire qu'en fait Moïse, il n'était pas possible que ces idées du vrai Dieu, que la création du monde et ensuite le déluge, ne pouvaient qu'avoir gravé profondément dans leur cœur, eussent été tout d'un coup effacées de telle sorte qu'ils fussent tombés dans l'idolâtrie et eussent servi d'autre Dieu que celui qui les avait créés. Mais pour être mieux persuadé de tout ce que nous venons de dire, il n'y a qu'à considérer la doctrine, les sentiments et les mœurs des anciens Chinois, les livres de leurs philosophes et surtout ceux de Confucius. Certainement, on y verra partout la plus belle morale qui ait jamais été enseignée, une morale qu'on dirait être sortie de l'école de Jésus-Christ. Confucius prit comme le prétexte de controverses théologiques, de critiques et de règlements de comptes littéraires entre auteurs français de la fin du XVIIe siècle, justification chrétienne des philosophes chinois, monnayage d'extraits conformes à la raison et au goût européen, occidentalisation des mœurs chinoises, montage chronologique dénonçant les fables et le caractère mythologique de l'origine des dynasties, pour les remplacer aussitôt par le récit des Saintes Écritures, avec lequel il est impératif de la rendre compatible. On le constate aisément, l'objectif premier des missionnaires, l'évangélisation et la justification de la conversion, demeure au centre des préoccupations de ce type d'ouvrage et de relations, quitte à ce que l'objet prétendu, la réalité d'une pensée et d'une tradition chinoise, soit pliée aux exigences de cet agenda. On peine aujourd'hui à prendre l'exacte mesure de cet enjeu que fut alors pour les pères jésuites cette question de chronologie qui ne fit ni plus ni moins que les obséder. Dans sa compilation de textes autographes méconnus de 1932, intitulée « Documents inédits relatifs à la connaissance de la Chine en France »,
Virgile Pinault pénètre, pour ainsi dire, dans les coulisses de ce débat controversé parmi les missionnaires, toujours bien pressé d'examiner la chronologie chinoise et ses fondements dans un esprit de critique et avec la disposition de ne se rendre qu'à des preuves solides, tout en réaffirmant avec autorité, mais notons-le, sans de semblables preuves, le primat de la chronologie hébraïque. On trouve encore de telles manœuvres, quoique plus critiques, chez d'autres auteurs comme Renaudot, qui niera la validité des chronologies chinoises sous le prétexte de l'absence de traces écrites ou imprimées qui attesteraient la vérité de leur antiquité. Bien sûr, on trouve dans les nouveaux mémoires sur l'état présent de la Chine du mathématicien du roi Louis Lecomte, arrivé à Pékin en 1688, une nette différence de ton. Sous sa plume, les croyances traditionnelles chinoises ne sont plus perçues ou décrites avec une même condescendance. On y lit en filigrane une forme nouvelle de respect, et peut-être même les débuts d'un certain relativisme historique. L'histoire de la Chine, écrit-il, est si suivie et si bien circonstanciée, établie par une tradition si constante, qu'on ne peut en douter parmi eux sans passer pour ridicule, et comme ils l'expliquent eux-mêmes, pour hérétique. Certainement, poursuit-il, après tous les examens qu'on a faits de cette chronologie, il ne nous est pas plus permis d'en douter que des histoires les plus communément reçues parmi nous, d'autant plus qu'elle n'a pu être altérée par les étrangers, qu'elle a toujours passé parmi les savants du pays pour sûre et incontestable, qu'elle est écrite sans affectation et d'un style simple et naïf, qui porte avec foi un air de vérité, qui persuade, que Confucius estimait pour sa capacité, sa bonne foi, sa droiture, n'en a jamais douté, et établissait même là-dessus toute sa doctrine 550 ans avant la naissance de notre Seigneur. Mais il faut à notre tour relativiser ce premier pas vers l'autre par deux remarques. D'une part, la suite du texte de Lecomte reprend fidèlement les conclusions et la fable du déluge contenue dans la morale de Confucius sur l'Antiquité chinoise, s'inscrivant donc pleinement dans la tradition d'assimilation initiée par Couplet. Et d'autre part, le ton admiratif et respectueux de Lecomte, pourtant discret, précipita vers sa conclusion la querelle des rites, qui visait alors à établir des règles de modus vivendi d'émission à l'égard des rites locaux. Ces nouveaux mémoires furent condamnés par la Sorbonne. En 1704, Clément XI mit un terme définitif à la querelle en interdisant la tolérance des pratiques non chrétiennes dans le cadre des missions, sans tenir compte de la fragilité de la coexistence des croyances traditionnelles chinoises et de la chrétienté introduite par les missionnaires, équilibre dès lors rompu, qui conduira l'empereur Kangxi, donc on est à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe, à proscrire la prédication chrétienne avant que les convertis ne deviennent ensuite la cible de persécution. Donc ainsi, la ligne de démarcation était nettement tracée, gare à ceux qui osaient la franchir, voire l'approcher de trop près. On constate l'absence d'approche ethnologique, anthropologique, culturelle ou scientifique de la Chine a ouvert la voie au XVIIIe siècle à une lecture exotique, esthétisante, fondée sur des représentations de l'autre et de l'ailleurs réduites à l'angle occidental. L'imagerie publique de la Chine en France se limita souvent à une sorte de mode, d'intérêt assez superficiel, pour une Chine exotique, fantasmée, nourrissant l'imagination du public de paysages lointains, d'un peuple méconnu et de traditions mystérieuses. Comme le fait remarquer Brigitte Desnaux, les fameuses chinoiseries, œuvres d'art, de littérature, de décoration, inspirées par les techniques et une certaine poésie chinoise, relèvent alors tant de processus d'intégration du goût chinois au travail de l'artiste occidental que de processus d'assimilation de ce travail aux éléments importés de la Chine. Les Lumières interprètent et s'approprient les traits de l'esthétique chinoise selon de nombreuses modalités. À côté de ces chinoiseries abondaient cependant les turqueries, selon le même principe, d'un engouement fasciné de l'Occident pour l'Orient. Ce second type de regard, qui est celui de l'exotisme, me donne ici l'occasion de revenir sur une autre anecdote intéressante concernant le fameux père Couplet, notre compatriote. Celui-ci, en effet, facilita le voyage en Europe de Chen Futsung. C'est un mandarin de Nanjing, converti au catholicisme, et qui, avant de rejoindre l'Angleterre, où il s'est lié ensuite avec un orientaliste qui s'appelait donc Thomas Hyde, fut présenté à la cour de Louis XIV, le 15 septembre 1684. Mais si, comme le remarque Michael Sullivan, l'arrivée de Chen Futsung à Paris a fait un énorme vacarme, un grand bruit, il convient cependant de souligner que cette rencontre releva plus d'une curiosité pour la part exotique de l'autre que d'une approche empathique à l'égard des cultures étrangères, et qu'elle tourna autour des éléments les plus stéréotypés de la culture chinoise. Deux textes relatent cette insolite rencontre entre le monarque et le converti chinois. Une lettre de Pierre Rinsan du cabinet des médailles à Pierre Bell, datée de 1686, et un article du Mercure Galant, d'un magazine, pour le mois de septembre 1684, adressé à un certain Monsieur Dix, et signé de Monsieur Comier, savant de son état.
Le premier texte présente la rencontre sous l'angle d'échanges culturels. Louis XIV, influencé par le duc de Maine, y ordonnant la traduction d'ouvrages chinois et l'envoi de 8 jeunes, 8 mathématiciens chargés de se rendre en Chine pour y apprendre la langue et y enseigner le français et le latin. Il faut toutefois remarquer que cet échange se situe dans le cadre strict des missions des jésuites en Chine et que son objectif final, loin de correspondre à quelques rapprochements désincarnés, est la traduction d'ouvrages permettant aux Français d'apprendre des Chinois leur art mécanique, tant vanté ci-devant par le dit duc de Maine, et qui formera d'ailleurs l'aliment principal de l'article Chine de l'encyclopédie en 1753, focalisé sur les arts, les sciences et le commerce, ainsi que les prouesses de l'industrie chinoise en termes de papier, imprimerie, poudre à canon, etc. Le second texte, tiré du Mercure galant, donne un plus grand détail de l'audition royale de Shen Futsung. Je vous le lis. Vous serez sans doute bien aise d'apprendre que le père Couplet, jésuite, est de retour de la Chine, où il était allé travailler aux missions, et qu'il en a amené un jeune Indien de Nankin, capitale de la province du même nom. Le jeune Chinois qu'il a amené parle assez bien latin, et s'appelle Michael Shin, c'est le nom de baptême du converti de Shen Futsung. Ils allèrent le 15 de ce mois à Versailles, où ils eurent l'honneur de saluer Sa Majesté. Ils virent ensuite jouer les eaux, et se trouvèrent le lendemain au dîner du roi. Le jeune Indien était en ses habits indiens, ayant une riche veste de brocart, d'or, fond bleu, avec des figures de dragons et un visage affreux sur le haut de chaque manche. Il avait par-dessus une espèce de tunique de soie verte. Sa Majesté, après avoir entendu ses prières en langue chinoise, lui fit servir une assiette sur la table pour voir la propreté et l'adresse des Chinois à manger avec 2 petites baguettes d'ivoire, à 4 pans et d'1 pied de long, qu'ils tiennent dans la main droite entre 2 doigts. Peu de jours après, ses pères et le jeune Chinois nous firent voir quantité de portraits sur du taffetas de la Chine. Je vis avec plaisir le portrait du docteur Confucius, avec ses grandes moustaches noires. Et je remarquai que tous ces portraits, comme ceux des mandarins, ont tous des chapelets. J'oubliais de demander si sur chaque grain ils disent comme les Turcs cette affaire-là, Dieu ayez pitié de nous. Le jeune Chinois a bien voulu m'apprendre à écrire. S'ensuit une série de considérations sur les caractères chinois, l'encre de Chine et les croyances de Chine, notamment en matière d'astrologie. Le nom d'origine oblitéré par le nom de baptême. L'origine même, comme gommée sous l'étiquette générique de l'Indien. Les merveilles de la technologie française soumises à l'admiration du jeune Chinois. Son vêtement décrit dans le détail. La démonstration du bon usage des baguettes. Quelques portraits où l'œil occidental remarque le moindre signe d'Occident. Enfin, la leçon de calligraphie. Voilà ce que l'opinion retient de la venue de la délégation chinoise du père Couplet à Versailles. Certes émouvant, ce genre de témoignage, dont le lexique est avant tout visuel, vire, habit, fond bleu, figure, visage affreux, haut par-dessus, soie verte, voir la propreté et l'adresse, long, main droite, portrait, vie, grande moustache, écrire, caractère, spectacularise, pour ainsi dire, l'autre, qui devient moins l'interlocuteur d'une rencontre que l'objet d'une monstration, voire d'une exhibition durant laquelle l'occidental cherche du regard tout ce qui frappera son imaginaire, mais aussi tout ce qui pourra, peut-être, réduire l'autre à un reflet de lui-même, le chapelet, reflet narcissique d'une puissance occidentale et ici chrétienne, s'étendant jusqu'aux confins de l'univers connu. En réalité, et toute proportion gardée, ce type de démonstration royale, qui s'attarde avant tout sur le pittoresque, l'exotique, l'insolite, était monnaie courante à la charnière des XVIIe et XVIIIe siècles et fait partie de ce que dénoncera Rousseau dans le second discours, parmi d'autres exhibitions à caractère ethnocentrique ou paternaliste. À titre d'exemple, en 1725, le roi Georges d'Angleterre fit semblablement produire à sa cour un jeune sauvage, réputé quadrupède, prétendument élevé par un ours dans les forêts de Hanovre, pauvre homme, aussitôt surnommé Peter the Wild par l'opinion britannique et qui fit les délices satiriques de Jonathan Swift dans The Most Wonderful Wonder That Ever Appeared to the Wonder of the British Nation, qui date de 1726. Le second discours de Rousseau, et en particulier les notes 10 et 16, ainsi que la lettre à Philopolis, c'est Charles Bonnet, fustigera catégoriquement cette forme de voyeurisme civilisationnel, faisant de l'autre une sorte de bête de foire, et ainsi que le caractère peu rigoureux, voire hardiment fantaisiste de relations de voyage, capables de soutenir l'existence de monstres marins, d'Otanto difformes, et bientôt de ces autres monstres que sont les sauvages, les Indiens. Animalisation, réification de l'autre, tantôt mythologisé au rang de prodige, tantôt ramené au rang de bête, mais toujours pharmacos, c'est-à-dire poison et remède de nos névroses et de la crainte naturelle qu'a l'individu occidental de ne pas dominer l'univers autant qu'il le croit. Car le récit de voyage, bien plus que le voyage lui-même, qui pour l'heure demeure une entreprise fort hasardeuse, est l'aliment de l'opinion sur tout ce qui dépasse les frontières de la France.
La chose restera vraie d'ailleurs jusqu'au XXe siècle, comme l'indique toute une série d'ouvrages, de relations de voyage qui ont été publiés à la fin du XIXe. Et puis d'ailleurs, qui aurait pu vérifier la précision, l'exactitude de ces récits? Parmi les réalités les plus étonnantes de cette sinomanie, sinophilie des Lumières, compte la description géographique, historique, chronologique, politique et physique de l'Empire de la Chine, ouvrage très célébré du père Jean-Baptiste Duhalde, en 4 volumes, et authentique référence faisant pour leur autorité en matière de sinologie à travers l'Europe, quoiqu'il fût tout entier rédigé sur base de sources livresques et de témoignages de seconde main émis par les missionnaires, ce qui fit dire à Voltaire, dans la notice qu'il lui consacra dans le siècle de Louis XIV, « Duhalde, jésuite, quoiqu'il ne soit point sorti de Paris et qu'il n'ait point su le chinois, a donné sur les mémoires de ses confrères la plus ample et la meilleure description de l'Empire de la Chine qu'on ait dans le monde. » À partir de 1709, ce fut d'ailleurs le même Duhalde qui dirigea la collection des lettres édifiantes et curieuses, organe de propagande concernant l'action de la mission chinoise et périodique abreuvant le grand public de curiosités de la Chine, comme sa géographie, sa faune, sa flore, ses techniques, soie, porcelaine, sa monnaie, ses rites, son écriture, ses costumes, sa médecine, etc. Ainsi, sur base de ces éléments exotiques, décoratifs, glanés dans les sources disponibles, la Chine, à côté d'autres contrées lointaines, comme le Levant, ou plus précisément l'Iran, dans les lettres persanes de Montesquieu, exemple notoire s'il en est de satire des mœurs françaises observées à travers le prisme révélateur du philosophe persan ouzbek, put-elle également servir dans la France et l'Europe des Lumières de prétexte à une observation, tantôt valorisante, tantôt critique ou satirique, du monde occidental, ou d'illustration permettant l'argumentation et l'affrontement de points de vue philosophiques discordants dans le contexte d'une Europe des Lumières soucieuse de justifier l'élan progressiste, l'enthousiasme technico-scientifique qui l'anime alors, et de se convaincre de sa propre suprématie, quitte à traiter les Chinois par le plus grand mépris. Comme l'écrit René Etiamble, tout ce qui venait de Chine servait aux philosophes du siècle des Lumières pour battre en brèche les institutions et les mœurs de l'Europe. Comme l'a illustré Virgile Pinault dans son ouvrage La Chine et la formation de l'esprit philosophique en France, cette tendance à l'utilisation de la Chine comme prétexte se répand chez la plupart des auteurs du temps, à commencer par Leibniz, qui fut peut-être l'initiateur sans le vouloir d'un long débat concernant la Chine et dont les termes principaux se trouvent définis d'une part dans sa Novissima Sinica, qui date de 1697, et de l'autre dans sa lettre sur la philosophie chinoise, qui date de 1716, bien que la première traduction française date, quant à elle, de 1748. Ce second texte, en effet, se focalise sur une réflexion concernant les caractéristiques des croyances et autres superstitions des Chinois en vue d'en évaluer les rapports possibles avec le christianisme. Il estime, par exemple, qu'il est tout à fait possible de comparer les esprits honorés par les Chinois aux anges chrétiens, dans le but similaire à celui des missionnaires de les rendre compatibles. Quant au premier, comme le remarque Jonathan D. Spence, il tente à relativiser la tendresse, toute l'admiration apparente de cette première analyse de Leibniz, en dénonçant également les grandes limites de la civilisation de la Chine que nous, occidentaux, dépassons, dit-il, dans les disciplines théoriques et par la profondeur de notre savoir. Pour Leibniz, l'Occident est également supérieur à la Chine en matière de logique, de métaphysique, de connaissance des choses immatérielles, dans la compréhension des concepts que l'esprit peut abstraire de la matière, comme les mathématiques. Les Chinois ignorent l'art de la démonstration. Nous les surpassons sans peine encore dans les sciences militaires. En un mot, nous sommes supérieurs à eux. Cette idée est reprise, un an avant la publication du livre de Leibniz, par le père Joachim Bouvet, missionnaire jésuite ayant gagné la Chine à bord du fameux vaisseau du roi, l'Amphitrite, qui a fait 2 voyages de la France jusqu'à la Chine, dont on ne peut pourtant guère mettre en doute la sinophilie, dans ses nouveaux mémoires sur l'état présent de la Chine. Je vous lis le passage. « Ainsi, je crois pouvoir assurer, sans leur faire aucune injustice, que parmi les qualités dont le ciel a différemment enrichi les peuples de la terre, les Chinois n'ont pas reçu cet esprit de pénétration et de subtilité, si nécessaire à ceux qui s'appliquent à la connaissance de la nature. Cette logique sur laquelle nous avons si fort raffiné, la géométrie qu'on a portée en France, ainsi au point de perfection, et qui peut passer pour le chef-d'œuvre de l'esprit humain, n'entreront jamais dans leurs académies. Et, malgré l'orgueil naturel dont ils sont pleins, ils avoueront sans peine qu'en ces matières, les Européens seront apparemment toujours leurs maîtres. » Irréligion et stagnation des sciences. Voilà donc les 2 grands reproches que l'Occident adresse alors à la Chine, et les 2 manières que l'Occident trouve de s'en distinguer. Ainsi, le vieux père Malebranche, qui dans l'entretien d'un philosophe chrétien et d'un philosophe chinois par la manœuvre classique du pseudo-dialogue philosophique, fait la démonstration de l'adhésion irrésistible d'un Chinois de pure convention aux arguments d'un chrétien concernant l'existence de l'être infini, de manière à affirmer la prévalence du Dieu chrétien sur toute croyance chinoise relative à la raison suprême, donc au Li. Montesquieu,
qui n'a pas encore en tête ces lettres personnes, rencontre en 1713 un savant chinois nommé Arcade Hoange. En réalité, c'est Huang, hein, donc ce n'est pas Orange, hein, c'est Huang. Traducteur attaché à la bibliothèque du roi, avec qui il aura de nombreuses conversations, dont le détail se trouve transcrit sous forme de notes éparses dans ses Geographica rédigées entre 1734 et 1738, et qui vont nourrir ça et là ses œuvres ultérieures, dont L'Esprit des lois en 48. Une fois encore, outre l'écriture qui ne cesse de fasciner, ce sont les superstitions chinoises qui retiennent son attention. Je crois, écrit-il, que les Chinois perdraient infiniment à être connus. C'est un des peuples les plus superstitieux du monde. Le rejet de l'immortalité de l'âme, les supplices réservés par la loi aux condamnés, auxquels il ajoute une nouvelle dimension, à savoir la barbarie. En 1644, la Chine avait notoirement subi la prise de pouvoir venue de Mandchourie, considérée, et c'est important, comme tartare, et qui aboutira à la fondation de la dernière dynastie de Chine, donc les Qing, qui se termine en 1912. Ce renversement ne passa pas inaperçu, mais ébranla également l'imaginaire des auteurs occidentaux des Lumières, comme ici Montesquieu, qui, indépendamment de ce qu'il a pu apprendre de Huang, ou en l'occurrence de Duhalde, illustre une certaine perception du peuple chinois comme un peuple avili et incapable d'opposer quelque volonté que ce soit à son envahisseur. Voici ce qu'il écrit de ce peuple chinois. Il faut que je remarque en passant jusqu'où va l'humiliation dans laquelle les Chinois sont aujourd'hui. Lorsque les Tartares, donc les Mandchous, conquirent la Chine, il y avait parmi eux 8 familles plus distinguées que les autres. On les nomme les 8 étendards. Elles gouvernent pour ainsi dire l'Empire, en ce sens que les chefs de ces familles peuvent désigner à tout moment et en tout lieu qui ils souhaitent s'adjoindre comme esclaves. Assurément, un peuple aussi servile ne devrait pas être difficile à convertir ou, pour les moins fidèles, à convaincre. Mais chez Boyer d'Argens, dont je ne peux qu'encourager à découvrir les lettres chinoises dans l'édition du professeur Jacques Marx, publiée en 2009 chez Champion, ce peuple chinois demeure par trop attaché, une fois encore, à ces superstitions assez aveugles qu'ils sont pour suivre la secte de Fo, ou Fé, ou Foé, qui est leur premier dieu, dont le culte est décrit par Jaucourt dans l'encyclopédie comme le plus ridicule et par conséquent le plus fait pour le peuple, en raison de ses prétendus miracles. Les Chinois sont assez aveugles pour suivre cette secte, ici comparée aux molinistes. Si le peuple, écrit-il, pouvait être éclairé par des raisonnements solides, depuis longtemps, la secte de cet imposteur serait entièrement détruite et abolie dans la Chine, mais la superstition est plus forte que les arguments les plus convaincants. En 1750 survient un événement majeur du XVIIIe siècle, non pas seulement français mais européen, c'est la publication bien sûr du Discours sur les sciences et les arts de Jean-Jacques Rousseau. La thèse défendue par le Genevois est l'exact contre-pied de la réponse qu'attendait la gentille question posée en 1749 par les très dignes membres de l'Académie de Dijon, si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs. Ce discours fut, on le sait, construit sous le coup d'une illumination à caractère mythique par un Rousseau qui, sur la route du donjon de Vincennes, où il entendait rendre visite à Diderot, emprisonné pour une énième provocation, c'était la lettre sur les aveugles, en une intuition en parcourant, chemin faisant, un exemplaire du Mercure de France. L'influence qu'exerça sur ce discours Diderot, qui pourtant s'en dédie à plusieurs reprises, y compris dans l'essai sur les règnes de Claude et de Néron, texte à tout le moins distant, voire hostile à l'égard de Rousseau, fut l'objet de maints fantasmes critiques qui sont tous totalement infondés. Dans la première partie du discours, Rousseau, qui entend prouver le caractère inévitablement corrupteur des sciences et des arts, après Constantinople, ville à laquelle il est attaché pour divers motifs personnels, choisit la Chine vaincue par l'invasion mandchoue comme meilleure illustration de son propos, et voilà ce qu'il dit. Mais pourquoi chercher, dans des temps reculés, des preuves d'une vérité dont nous avons sous nos yeux des témoignages subsistants? Il est en Asie une contrée immense où les lettres honorées conduisent aux premières dignités de l'État. Si les sciences épuraient les mœurs, si elles apprenaient aux hommes à verser leur sang pour la patrie, si elles animaient le courage, les peuples de la Chine devraient être sages, libres et invincibles. Mais s'il n'y a point de vice qui ne les domine, point de crime qui ne leur soit familier, si les lumières des ministres, ni la prétendue sagesse des lois, ni la multitude des habitants de ce vaste empire n'ont pu le garantir du joug du Tartare, ignorant et grossier, de quoi lui ont servi tous ces savants? Quel fruit a-t-il retiré des honneurs dont ils sont comblés? Serait-ce d'être peuple d'esclaves et de méchants? Le point de vue de Rousseau, on le voit, est précisément l'opposé de celui défendu jusqu'alors par ses prédécesseurs. Ceux-ci voyaient dans la Chine un peuple ignorant, servile, obscurci par la superstition, en regard des peuples si éclairés de l'Europe, raison pour laquelle cette Chine était condamnée à la stagnation historique. Et voici que Rousseau non seulement fait de la Chine le peuple le plus littré du monde, mais trouve dans ce degré d'avancement culturel et intellectuel la raison même des mœurs efféminées qui lui ont fait céder face à l'invasion mandchoue. Perspective qui, quoique extrêmement documentée, parce que Rousseau est à l'époque secrétaire des Dupin, avec tout ce que ça peut impliquer comme recherche, dut, à tout le moins, surprendre ses contemporains.
Serait-ce dès lors une forme de réponse faite à un ami que ce jugement posé par Diderot sur la Chine dans l'article Philosophie des Chinois de l'Encyclopédie, toujours en 1753. Jugement d'ailleurs bien mitigé. Reprenant avec toutes les précautions de rigueur les informations reprises dans les témoignages des missionnaires, dont il salue d'ailleurs le zèle avec lequel ils couraient annoncer la vérité dans des régions inconnues, au hasard de les arroser de leur propre sang, Diderot insiste avant tout sur le rôle qu'ils jouèrent dans l'introduction des sciences occidentales en Chine, philosophie, mathématiques, anatomie, astronomie, mécanique, etc. Et après un long exposé des principes de la philosophie confucéenne, achève son texte par 7 observations venant relativiser le mérite des Chinois, nation dans leur vaste majorité, écrit-il, est loin d'être constituée de mandarins et de lettrés. 1. La date de leur empire est voisine du déluge. 2. Plus on leur accorde d'ancienneté, plus on est en droit de leur reprocher l'imperfection de leur langue, et de leur écriture. 3. Cette imperfection même n'est pas de nature à en faire de grands orateurs ni de grands poètes. 4. Leurs drames sont eux aussi bien imparfaits, le pièce de théâtre. 5. Ils sont idolâtres, et, ajoute Diderot, d'une idolâtrie fort grossière. 6. Ils embrassent le christianisme, qui évidemment pour Diderot n'est pas forcément une bonne chose. À noter que ce point est davantage l'occasion de rire des missionnaires. Et 7. Si les Chinois ont de bonnes manufactures, il leur manque le goût et le sens de la forme. C'est intéressant, elles sont intéressantes ces lignes de Diderot. Ils ont de belles couleurs et de mauvaises peintures. Ils n'ont pas le génie d'invention et de découverte qui brille aujourd'hui dans l'Europe, les Européens étant, selon lui, plus propres aux sciences et aux arts. Il n'est pas étonnant que, quoique les Chinois soient les plus anciens, nous les ayons devancés de si loin. Il est évidemment difficile d'assurer que cet article soit bel et bien une sorte de réponse aux thèses du premier discours de Rousseau et à sa conception à la fois si paradoxalement glorieuse et méprisante de la Chine. Mais il fut publié en 1753, à savoir quelques mois après l'incident volontaire qui vit Rousseau refuser une pension royale à Fontainebleau lors de la représentation du devin du village en octobre 52. C'est l'opéra de Rousseau. Et en gros, l'histoire, c'est que Rousseau a refusé une pension royale, ce qui bien sûr à l'époque ne se faisait pas, surtout quand on crevait de faim. Donc la chose a irrité Diderot au plus haut point et a initié leur rupture, qui ne se consommera qu'en 1758. Dès lors, Rousseau put l'apprécier de diverses manières, soit en ignorant cet article d'encyclopédie, soit, et c'est probable, en le ruminant. C'est une autre plume qui fera rebondir cette controverse autour de la Chine, une controverse qui ne dit pas son nom et qui est en réalité une controverse sur le progrès de la civilisation. En 1755, Voltaire dit en effet trouver dans l'ouvrage de Duhalde la matière d'une pièce de théâtre à succès, L'orphelin de la Chine, adaptation de la traduction française qui date de 1935 par le père Prémart d'une tragédie chinoise intitulée L'orphelin de la famille Zhao, écrite au XIIIe siècle par Zhu Xiangji et représentée pour la première fois le 20 août 1755. Voici ce que Voltaire en dit dans l'épître dédicatoire au duc de Richelieu. L'idée de cette tragédie me vint il y a quelque temps à la lecture de L'orphelin de Chao. Cette pièce chinoise fut composée au XIVe siècle sous la dynastie même de Gengis Khan. C'est une nouvelle preuve que les vainqueurs tartares ne changèrent point les mœurs de la nation vaincue. Ils protégèrent tous les arts établis à la Chine. Ils adoptèrent toutes ces lois. Voilà un grand exemple de la supériorité naturelle que donnent la raison et le génie sur la force aveugle et barbare. Et les Tartares ont 2 fois donné cet exemple. Car lorsqu'ils ont conquis encore ce grand empire au commencement du siècle passé, donc c'est l'invasion mandchoue de 1644, ils se sont soumis une seconde fois à la sagesse des vaincus. Et les 2 peuples n'ont formé qu'une seule nation gouvernée par les plus anciennes lois du monde, événement frappant qui a été le premier but de mon ouvrage. Plusieurs éléments retiennent ici l'attention. Tout d'abord, lorsque Voltaire dit avoir lu la traduction de Prémart dans Duhalde, il y a quelque temps, il convient de rappeler que l'ouvrage de Duhalde apparut en 1735 et non pas en 1755. Ensuite, remarquons que Voltaire introduit le personnage de Gengis Khan, le XIVe siècle, et le contexte des invasions tartares au XIIIe. Voltaire donne ensuite sa perspective sur la Chine, qui selon lui jouit d'une supériorité naturelle sur les autres empires. L'utilisation de la Chine comme prétexte à la défense de ses idées philosophiques étant par ailleurs une constante chez Voltaire, qui traverse nombre de ses écrits, certains mineurs, comme la relation du bannissement des jésuites de la Chine, qui date de 1768 et vise à dénoncer les maux causés par les jésuites, et le sang répandu au nom de la nouvelle religion importée au Japon, au Siam, à Manille, exemple poussant l'empereur de Chine à les chasser. Voltaire écrit cette phrase « Je suis tolérant », c'est l'empereur qui parle, et il parle aux missionnaires, « Je suis tolérant et je vous chasse tous parce que vous êtes intolérants. Nous ne soutenons point ici notre religion par des bourreaux, portez ailleurs vos folies atroces, etc. » Ou comme les entretiens chinois qui datent de 1770, qui dans une même veine et sous la forme de dialogue entre un mandarin et un jésuite, tournent les idées du second en dérision, résistance systématiquement opposée encore dans les 8 premières lettres chinoises, indiennes et tartares, qui datent de 1776. On trouve également cette tendance chez Voltaire dans d'autres écrits majeurs, comme les questions sur l'encyclopédie, parues en 1770,
et 1772, et dont l'article de la Chine tourne en ridicule le dernier excès de nos folies, à savoir le prétendu athéisme des Chinois, tel que l'on décrit nos théologos d'Occident, trop occupés à commenter saint Thomas, écrit Voltaire, pour se renseigner avec exactitude sur les croyances authentiques du plus grand empire de la Terre. Pour en revenir à l'orphelin de la Chine, notons que, rassurons-nous, 3 pages plus loin, Voltaire n'en affirme pas moins que ces Chinois ne savent pas encore à quel point nous leur sommes supérieurs et ne sont pas assez avancés pour oser seulement nous imiter. Avec cette pointe européocentriste, nous avons puisé dans leur histoire des sujets de tragédie et ils ignorent si nous avons une histoire. Enfin, ils donnent de la cohabitation des Chinois et Tartares une vision idyllique, les envahis devenant bientôt les maîtres à penser des envahisseurs. Toutefois, si l'on reprend ces étapes en sens inverse et une à une, on observera que cette description des rapports entre les deux peuples cadre mal avec celle qu'en a recueillie par exemple Montesquieu auprès de Huang. Que Voltaire n'introduit Gengis Khan que pour justifier l'intrigue spécifique de sa pièce, qui adapte et modifie l'original, censé se situer dans la période des printemps et automnes, donc c'est aux alentours du 8e siècle avant Jésus-Christ, pour la situer au 13e, en pleine invasion tartare. Gengis Khan devient d'ailleurs l'un des personnages de cette tragédie. Voltaire use de ce prétexte pour évoquer, par une manière de parallèle, la seconde invasion tartare de 1644, celle même dont Rousseau estimait, dans le premier discours, qu'elle était le symptôme d'une civilisation perdue, par sa trop grande sophistication. Et qu'enfin, cette pièce, donc L'orphelin de la Chine, est publiée en 1755, soit après la publication du second discours de Rousseau. Si on ajoute à ces éléments le fait que dans ce volume de L'orphelin de la Chine, le texte de l'orphelin est immédiatement suivi d'un autre texte, à savoir la lettre adressée par Voltaire à Rousseau le 30 août 1755, et qui propose une réfutation en règle et bien ironique du second discours, nouveau livre contre le genre humain, dont Rousseau lui avait envoyé une copie, il n'y a bien sûr plus aucun doute sur la nature exacte de cette pièce, qui est moins de glorifier la Chine que de donner la réplique à Rousseau, en opposant à sa vision dévastatrice et tragique de la civilisation en procès, celle d'une civilisation triomphante, séminale, dont le progrès est susceptible de venir à bout de tout, en ce compris la barbarie. Les contemporains ne furent d'ailleurs pas dupes de cette manœuvre, ou à tout le moins la subodoraire, comme l'indique par exemple une lettre adressée le 15 novembre 1755 à Rousseau par un Bordelais. Elle est publiée dans le Mercure de janvier 1756, qui, tout en priant Rousseau de modérer son ton à l'égard de Voltaire, mentionne comme cause possible de l'exaspération de Jean-Jacques l'admiration vouée par le public au personnage d'Idamé, laquelle n'est autre que la femme du mandarin Zamti, protagoniste de L'orphelin de la Chine. Et en effet, à poursuivre la lecture de l'épître sous ce jour, il apparaît de plus en plus clairement que ce texte de Voltaire forme un réquisitoire contre les deux discours de Rousseau. Voltaire y insiste encore sur les Chinois, qui, avec les Grecs et les Romains, sont les seuls peuples anciens qui aient connu le véritable esprit de société. Peuples rassemblés par le plaisir pur de l'esprit, au premier rang desquels Voltaire place le théâtre, qui civilisa la Russie de Pierre le Grand, et en particulier nos spectacles, écrit-il, c'est-à-dire le théâtre français, qui civilisa l'Allemagne. On voit ici poindre la polémique qui opposera les deux hommes en 1758 dans le cadre de l'article Genève de l'encyclopédie, lequel, quoique rédigé par d'Alembert, relevait du programme défendu par Voltaire. C'était celui de l'établissement de la comédie à Genève, et auquel, bien sûr, Rousseau, qui était totalement hostile, répondra par la fameuse lettre à d'Alembert sur les spectacles. Dans l'essai sur les mœurs, qui paraît pour la première fois de manière complète en 1756, et dont les 2 premiers chapitres sont tout entiers consacrés à la Chine et à sa religion, Voltaire, faisant montre ici d'une grande érudition, règle ses comptes avec Montesquieu, dont l'esprit des lois se méprenait selon lui sur les pratiques prétendument despotiques de la justice en Chine, en rappelant la prééminence des tribunaux, mais il règle aussi ses comptes avec l'amiral Hanson, qui dans les mémoires, relatant son voyage autour du globe, rédigé par Richard Walter en 1945, et traduit en français par Jaucourt, avait témoigné, écrit-il, un mépris et de l'aigreur pour la Chine, sur ce que le petit peuple de Canton trompa les Anglais autant qu'il le put. Rousseau aura manifestement du mal à digérer ces piques voltairiennes usant du prétexte de la Chine pour justifier la civilisation, et qu'il dut ruminer longtemps, puisqu'il y reviendra en 1761, date de la publication de son roman Julie ou la Nouvelle Héloïse, dont l'écriture remonte, cela dit, très précisément à 1756, et dont la lettre 3 de la 4e partie, celle de la relation que donne Saint-Preux de son voyage autour du monde, parmi l'équipage du fameux Commodore Hanson, offre de la Chine une description des plus méprisantes, mais qui n'est jamais qu'une énième récapitulation du point de vue défendu dès le départ par le premier discours. Voici ce qu'écrit Rousseau. Après avoir traversé la Grande Mer, j'ai trouvé dans l'autre continent un nouveau spectacle. J'ai vu la plus nombreuse et la plus illustre nation de l'univers, soumise à une poignée de brigands. J'ai vu de près ce peuple célèbre et n'ai plus été surpris de le trouver esclave. Autant de fois conquis qu'attaqué, il fut toujours en proie au premier venu et le sera jusqu'à la fin des siècles. Je l'ai trouvé digne de son sort, n'ayant pas même le courage d'en gémir.
lettré, lâche, hypocrite et charlatan, parlant beaucoup sans rien dire, plein d'esprit, sans aucun génie, abondant en signes et stérile en idées, poli, complimenteur, adroit, fourbe et fripon, qui met tous les devoirs en étiquette, toute la morale en simagrée, et ne connaît d'autre humanité que les salutations et les révérences. Anecdote curieuse, mais sans doute révélatrice, le 18 mars 1757, Rousseau, qui est alors installé chez Madame d'Épinay à l'Ermitage, et qui est en pleine rédaction de son roman, envoie un billet à Madame d'Épinay dans lequel il écrit « J'aurais besoin du voyage de l'amiral Hanson. Si vous saviez où trouver ce livre, vous me feriez grand plaisir de l'emprunter pour une quinzaine de jours et de me l'envoyer. Je crois que M. Dolbach l'a, et il se fera sûrement un plaisir de me le prêter. Si vous pouviez me l'envoyer, j'en serais fort aise. Cependant, cela ne presse pas absolument. » Le 26 mars 1757, Rousseau avait reçu le dit ouvrage par la poste. Il est dès lors bien tentant, voire totalement irrésistible, de penser que l'intégration d'Hanson dans la trame de la nouvelle Héloïse fut dès lors pour Rousseau une double opportunité. Celle d'éloigner longuement son héros, Saint-Preux, de Julie, éloignement rendu nécessaire par l'intrigue et l'apparition du personnage de Volmar, ainsi que du domaine de Clarens, et celle d'un nouveau règlement de compte avec le patriarche de Ferney. Ce genre d'hypothèses peuvent bien sembler oiseuses, mais elles sont en réalité cruciales, car elles bousculent des éléments de la Vulgate du siècle des Lumières, et modifient la connaissance que nous avons de l'œuvre de ces plus grands auteurs. Bien sûr que Voltaire et Rousseau aient été ennemis, chacun le sait, et voilà bien l'un des sujets les plus rebattus par la critique moderne. Mais si l'on tire les conséquences de ce constat, il devient clair que Rousseau, en lisant L'Orphelin de la Chine et L'Essai sur les mœurs, a pu y trouver la référence à l'amiral Hanson, non pas une référence générale, car le livre d'Hanson fit grand bruit, mais une référence spécifique, qui allait dans le sens d'une critique acerbe de la Chine, et propre donc à nourrir une réponse future à Voltaire. Qu'en obtenant un exemplaire du livre d'Hanson auprès de Madame d'Épinay en 1757, Rousseau y a trouvé non seulement un élément structurel et esthétique de son roman, la tradition critique voyant dans l'utilisation d'Hanson la volonté de Jean-Jacques Rousseau de donner à son roman une dimension réaliste, ce qui peut paraître à tout le moins paradoxal, mais aussi de quoi nourrir sa critique de la Chine, l'aliment de sa réponse à Voltaire, et de quoi donc soutenir une nouvelle fois, au prétexte de la Chine, le point de vue philosophique qu'il entendait lui opposer quant aux bienfaits de la civilisation. En d'autres termes, en l'affrontant au sujet de la Chine, Voltaire aurait dès lors fourni bien involontairement à Rousseau l'un des éléments centraux de son roman, ironie inconnue jusqu'à présent de la critique, qui situe plutôt l'inspiration du voyage de Saint-Preux avec le commodore Hanson dans la fréquentation de l'histoire générale des voyages de Prévost. Cette rumination de Rousseau et Voltaire autour de la Chine est au cœur des représentations et usages de la Chine comme prétexte dans la France du XVIIIe siècle, car elle montre combien l'autre y joue le rôle non seulement de prétexte aux controverses, mais aussi d'élément dynamisant des réseaux sociaux, Rousseau, Épinay, d'Holbach, et de la création littéraire avec la Nouvelle Héloïse. Elle permet également d'expliquer, et c'est une nouvelle pièce à verser au dossier, pourquoi Voltaire, sous le pseudonyme du marquis de Jiménez, revient avec tant de hargne sur le voyage de Saint-Preux dans les violentes lettres sur la nouvelle Héloïse ou Aloïsa de Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève, qui date de 1761, texte passablement ignoble dans lequel l'auteur assimile Rousseau à son personnage et en profite dès lors pour accuser l'auteur du second discours de ne voyager que pour se comporter en pirate, en capturant et pillant le galion de Manille, c'est le galion des Espagnols. Saint-Preux, Rousseau, parce qu'il mélange les deux, écrit-il, aima mieux faire le tour du monde avec l'amiral Hanson. Il assista à la prise du fameux vaisseau de Manille et eut pour son droit de présence une part très considérable du butin. Nous ne savons pas ce que cet argent est devenu, mais il est à croire que Jean-Jacques est aujourd'hui un des plus riches marins du canton de Berne que nous ayons à Paris. Voyageur de cabinet, voyageur vénal, hypocrite donneur de leçons, marin venu d'un pays privé de mer, et exilé à Paris, aux ordres d'Hanson, un commodore britannique et sinophobe. Voilà ce que devient Rousseau sous la plume de Voltaire. Le croira-t-on? Cette incroyable affaire chinoise, aussi passionnée que passionnante, ne s'achèvera pas avec la parution en 61 du roman de Rousseau et de l'indigne parodie de Voltaire, puisque saisissant l'occasion de la publication par Rousseau de son extrait du projet de paix perpétuelle de l'abbé de Saint-Pierre, Voltaire en donne en effet, en mai de la même année, une plaisante critique au vitriol, le rescrit de l'empereur de Chine, lettre dans laquelle l'empereur de Chine en personne propose la nomination de Jean-Jacques à la direction de la Diète en vue d'établir une paix universelle. Ici, l'art de Voltaire est d'une part de faire aduler Rousseau et ses œuvres par ces Chinois qu'il a tant décriés, et de l'autre de présenter ainsi le citoyen comme l'une de ces idoles stupides dont la France aime à rappeler que la Chine superstitieuse est si friande. Voici ce qu'écrit Voltaire. Priant le Tienne, achève l'empereur, le Tienne, donc l'être suprême,
qu'il est en sa sainte garde, le dit Jean-Jacques, comme aussi le sieur Volmar, le personnage de la nouvelle Héloïse, la demoiselle Julie, et son faux germe. Son faux germe, c'est le fruit de l'avortement de Julie, qui avait eu donc un enfant illégitime avec Saint-Preux. Pour conclure cette digression sur la tragédie de Voltaire, n'oublions pas de souligner combien l'orphelin de la Chine fut en outre, à sa manière, un bel exemple de chinoiserie littéraire, comme le prouvent les divers comptes rendus que suscita la pièce. Ainsi, la lettre à Madame de sur l'orphelin de la Chine, qui date de 1755, décrit l'œuvre comme une pure tragédie d'imagination, n'ayant pour fait réel que ceux relatifs à Gengis Khan, fond bien stérile. On en admire la diction, on souligne que la pièce, étant si éloignée de son modèle supposé, celui de la traduction de Prémat, Voltaire a très bien pu ne pas du tout la lire. On loue les acteurs et surtout les costumes. Le public a beaucoup goûté la manière dont ils étaient habillés. Elles étaient en chinoise, sans gants, sans panier, sans frisure, sans diamants. L'auteur ajoute « Voilà la première fois que j'ai vu observer le costume sur nos théâtres ». Même remarque d'ailleurs dans le Mercure de France pour le mois de décembre 1755, qui s'en réjouit. Cette première renonciation à l'appareil français sur le théâtre au profit d'un costume exotique influença donc nettement l'appréciation du spectacle qui, en proposant des costumes réalistes, n'en reflétait pas moins une fascination pour la part exotique de l'autre. Superficialité des relations commerciales, agenda théologique des missions, exotisme de pacotille, instrumentalisation de l'autre comme prétexte chez les philosophes de l'Europe, à côté de la soif économique, de la convoitise et d'une nette volonté d'affirmer son autorité et de légitimer sa domination, entre autres intellectuelle, une vaste part de cette Chine des Lumières, on le constate, n'est jamais que le reflet d'une Chine fantasmée, rêvée, imaginaire, que les Européens tantôt dénigrent pour se valoriser, tantôt valorisent pour dénigrer les idées qu'ils ne partagent pas avec leurs contemporains. La question devient alors de voir où exactement se situe la Chine véritable au milieu de tant de fantasmes d'ailleurs et de débats intestins. Comme le remarque Jonathan D. Spence, parmi tous ceux qui, de plus en plus nombreux, s'intéressaient à la Chine, à peu près aucun n'était vraiment neutre ou objectif. Qu'ils aient passé des années en Chine, qu'ils n'y aient fait que de courtes visites, ou qu'ils n'y soient jamais allés, ne faisait pas grande différence. Ils allaient tous d'une vague d'émotion à l'autre, de la crainte à l'amusement, de l'imitation à l'engouement. Ainsi, les philosophes qui, impatients d'utiliser la Chine comme pivot de leur critique culturelle, puisent abondamment à la source essentielle que constituent alors les témoignages des jésuites, comme l'écrit encore Jimin Bai, ces philosophes n'attendent de ces témoignages, pour l'essentiel, que des arguments destinés à renforcer leur théorie. Et même s'il est indéniable que les missionnaires du XVIIIe siècle ont développé de la Chine une connaissance bien réelle, celle-ci demeure elle-même attachée à une vision idéalisée et réfractée par la raison d'être fondamentale de leur présence en Chine. En effet, la subjectivité, voire la partialité, reste présente dans leurs écrits. Leur vision de l'Empire du Milieu est généralement entachée de préjugés occidentaux, accentuée par leur état religieux, lui-même renforcé par leur optique missionnaire. On ne peut en somme que rejoindre cette appréciation générale de Jacques Proust dans L'Europe au prisme du Japon. L'historiographie occidentale souffre d'un défaut. Ce défaut se nomme européocentrisme, et il est peu de travaux intéressants. L'anthropologie culturelle, l'histoire et la littérature comparée, qui en soient tout à fait indemnes. Si bien que peu d'ouvrages sont capables de se mettre littéralement du côté des Chinois pour sonder les abîmes d'incompréhension par-dessus lesquels les missionnaires essayèrent au XVIIe et au XVIIIe siècle de jeter quelques passerelles entre Occident chrétien et Chine confucianiste ou bouddhiste. Plus rares encore sont les auteurs capables d'éprouver comment ces peuples réagissent aujourd'hui en leur fort intérieur à l'influence multiforme exercée sur eux par l'Occident, ou à plus forte raison, comment réagissaient leurs ancêtres. Or, cet ethnocentrisme de l'Europe, conforté par l'histoire coloniale et l'exportation mondialisée de son modèle, continue encore aujourd'hui non seulement à parasiter son dialogue avec la Chine, à en fausser la perception, mais aussi à colorer les diverses tentatives scientifiques de penser ce dialogue. La difficulté qu'il y a à développer un ethos cosmopolite qui permettrait de dépasser les grands récits de la modernité, que sont les divers épisodes de la domination de l'Occident et les colonies, note Laurence Rouleau-Berger, conduit la pensée occidentale à se percevoir encore et toujours comme médiation universelle de toutes les autres histoires, y compris de l'histoire et de la culture chinoise. Les traces, les stigmates du passé ou influences présentes du modèle européen à Shanghai sont si nombreuses que l'on peut se demander s'il est bien permis en effet de parler d'ère post-coloniale. Le quartier des concessions françaises, qui est une version chinoise des 6e et 7e arrondissements, portant en elle le souvenir des guerres de l'opium et objet de toutes les spéculations d'immobilier résidentiel, le développement incessant de Pudong,
cette carte postale avec le skyline donc, qui ressemble tellement à New York, le consumérisme débridé de Nanjing Donglu, la gentrification du quartier de Luan qui voit le luxe occidental circonscrire le siège de la première réunion du Parti communiste sur Huangpi, l'étourdissant port en eau profonde de Yangshan, relié à l'agglomération par le pont de Donghai, réalisé en à peine 4 ans qui surplombe la baie de Hangzhou sur plus de 30 km. Port composé de 5 îles noircies de millions de conteneurs, 12 millions par an. À perte de vue, ça c'est le prix à payer cette fois pour l'approvisionnement mondial. Ou enfin la disparition de l'architecture shikumen. Moi j'ai entendu Brigitte vous parler effectivement de la question du patrimoine en Chine. C'est une question qui se pose parce que la conception chinoise du patrimoine était très, très différente de la nôtre en réalité. Pour combien de temps, ça c'est plus difficile à dire. Montre en fait le visage d'une Chine sous influence occidentale inévitablement. Du reste, il n'est pas simple de juger de cela car il faut prendre en compte la conception chinoise, par exemple, de ce que nous appelons, comme je le disais, patrimoine. Et là aussi, donc la découverte de la valeur du patrimoine peut être aujourd'hui en Chine l'objet d'une évolution des mentalités, mais aussi évidemment des potentialités touristiques et marchandes de cette préservation que nous exploitons depuis si longtemps en Europe. Et donc il convient aussi de veiller à ne pas se laisser, au contraire, séduire par un autre aspect de la sinomanie, de la sinophilie. C'est celui d'une apparente nouveauté au moment d'envisager la Chine. Comme Frederick Jameson, dans un ouvrage de référence paru pour la première fois en 1991, Le postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif, en donne l'illustration involontaire. Donc en 1991, Jameson se faisait presque lyrique pour louer la Chine nouvelle, la fièvre de son expérience sociale immense et inachevée, sans équivalent dans l'histoire du monde. Émergence inattendue entre les deux superpuissances d'un numéro 3, fraîcheur d'un tout nouvel objet-monde, produit par des êtres humains dans un contrôle nouveau sur leur destinée collective. Collectivité devenue nouveau sujet d'histoire et qui, après le long assujettissement du féodalisme et de l'impérialisme, parle à nouveau de sa propre voix, et comme pour la première fois. Mais comme le remarque à juste titre ma collègue Jiang Dangdan, Jameson, 20 ans plus tard, lors de sa visite à Shanghai, était bien revenu de cet enthousiasme, observant que la globalisation entraînait partout et inéluctablement une homogénéisation des cultures dans la disparition de leur identité, et que ce risque, contrairement à ce qui lui avait semblé il y a 20 ans, n'excluait pas la Chine, bien sûr. En somme, Jameson lui-même n'a pas échappé à ce qu'il convient d'appeler le mirage de la nouveauté. Autre exemple, plus proche de nous, l'interview célèbre de Tai Sijie par Bernard Pivot, Daniel Pénac et Max Gallo sur le plateau d'Apostrophe. Serait-elle encore possible aujourd'hui? Serait-on encore émerveillé, 15 ans après Balzac et la petite tailleuse chinoise, de l'humour à froid avec lequel Sijie décrit sa rééducation maoïste dans le Sichuan, à une époque où Sijie lui-même, dans ses écrits plus récents, je pense aux Trois vies chinoises, fait muer sa sympathique révolte littéraire contre la révolution culturelle en la peinture froide et grave d'une Chine déshumanisée, corrompue, dévastée par l'industrialisation, les tonnes de déchets électroniques, intoxiquée aux métaux lourds, où la vie humaine revêt un caractère fragile, dérisoire, négligeable, voire insignifiant. Sans compter que ce ton froid, et parfois d'une ironie effectivement cruelle, se trouve présent chez certains des plus grands auteurs de la Chine, de Lu Xun, auteur d'une étonnante modernité et figure principale du Shanghai littéraire, au prix Nobel, Gao Xinjian, qui dans le témoignage de la littérature l'explique fort bien à propos du style chinois. Si l'on veut y déceler une différence avec une œuvre d'un auteur occidental, celle-ci résiderait dans l'attitude de froide observation, que ce soit à l'égard de la société ou de mon moi, tendance qu'il associe d'ailleurs à la tradition culturelle chinoise. Il s'agit selon lui pour les intellectuels et les auteurs chinois de développer une langue capable d'exprimer les sentiments des hommes modernes et dépassant le vide d'une langue usée et fatiguée par la litanie maoïste. Et au même moment, à ce moment où nous pensons chercher la voie du relativisme culturel et historique, qui est si nécessaire à la compréhension de l'autre, il convient pourtant de rappeler encore combien la perception de ce fameux Lu Xun en Chine diffère de celle que peuvent en avoir ses lecteurs européens, même informés. Car Lu Xun ayant été l'auteur préféré de Mao, qui le mit pour ainsi dire à toutes les sauces, il fut en effet transformé en symbole, en slogan du pouvoir, vernis qui détourna de lui des générations de lecteurs écœurés par le souvenir de la révolution prolétarienne, avant qu'il ne soit restitué à la vérité de son œuvre, de sa biographie, il y a une vingtaine d'années, comme l'explique fort bien Yu Hua dans un chapitre fascinant de La Chine en 10 mots, dans lequel il explique que, voilà, réhabilité, Lu Xun redevient peu à peu en Chine ce qu'il n'a jamais cessé d'être, à savoir un écrivain,
auteur récurrent mais toujours modéré de la revue La Nouvelle Jeunesse, qui a été créée en 1915 à Shanghai par Chen Duxiu, ouverte aux idées progressistes des différentes couleurs politiques venues d'Occident, rejetant la tradition confucéenne vue comme rétrograde et favorable au nationalisme à l'occasion, entre autres, de la fameuse manifestation anti-impérialiste du 4 mai 1919, faisant suite au traité de Versailles, qui était favorable aux Japonais. Et donc voilà Lu Xun, entre héros de la nation chinoise et figure maoïste malgré lui, reflète les fluctuations historiques de la Chine et suscite donc chez les Chinois des sentiments mêlés qu'il nous faut également tenter de comprendre et de prendre en compte. Il faut accepter la réalité bien tangible de sa récupération révolutionnaire tout en notant dans l'entrée de sa modeste maison à Shanghai, donc c'est dans le district de Hongkou, la présence significative d'une gravure du peintre germano-américain associé au Bauhaus, Lionel Feininger. Un peintre donc né en 1871, mort en 1956, et qui est vraiment l'incarnation, s'il en est, de la modernité et de la liberté créatrice à l'occidentale, dont Lu Xun cherchait à s'inspirer, et qui indique toute la modernité de cet auteur, comme l'explique très bien Lin Pan. En somme, l'appréciation du regard que s'échangent Occident et Chine doit tenir compte de toute une série d'éléments culturels et historiques, le plus souvent méconnus de part ou d'autre, qui le sous-tendent et le parasitent de part et d'autre. Le premier pas vers cette prise en compte, mais bien sûr c'est un pas bien difficile à poser, consisterait sans doute à renoncer une fois pour toutes aux diverses formes de validation occidentale de l'histoire et de la culture chinoise. Il faut reconnaître qu'approcher la Chine depuis l'Occident et l'Occident depuis la Chine demeure également une tâche ardue, en raison des difficultés inhérentes à toute forme de comparatisme culturel et d'autres problématiques plus spécifiques. En effet, que peut bien être une communication entre antipodes, entre cultures de traditions, d'époques et d'horizons différents, lorsqu'une simple, mais véritable, authentique, transparente communication entre individus d'une même langue et d'une même génération relève déjà d'une infinie gageure? Comment dépasser les situations liminaires, superficielles ou strictement utilitaires que sont la rencontre, l'échange, le dialogue ou la juxtaposition des différences et similitudes, pour embrasser une connaissance plus intime de l'autre? Car qu'a-t-on dit une fois exposé les pièces de la comparaison? Qu'a-t-on fait une fois célébré les richesses respectives des uns et des autres, leurs ancrages et potentialités propres, si irréductiblement familiers et étrangers? Comment en outre dépasser à notre époque l'illusion de proximité, d'immédiateté, voire d'identité, d'homogénéité universelle que nous donnent les voies et la technologie de la communication moderne? Comment renouer avec la conscience de la différence qu'il y a entre se déplacer et voyager, entre rencontrer et apprendre à connaître, entre participer au dialogue et s'y impliquer? L'exercice, à vrai dire, revient à poser l'éternelle question du miroir, du même et de l'autre, mais en termes collectifs. Ce qui, dans le cas d'un dialogue de l'Europe et de la Chine, avec une population de 1,4 milliard d'habitants, prend bien évidemment un relief tout particulier. Tout d'abord, comme nous venons de le voir, il s'agit d'une problématique à la fois spatiale et temporelle, supposant une approche relativiste, ouverte sur des histoires, des cultures, des traditions, des mentalités, des politiques différentes, d'une variété extrême, tant en Chine qu'en Europe. À cette approche, il faut ajouter des interrogations du niveau plus général, méta, mais tout aussi importantes, de type « est-ce que la culture chinoise ou la culture européenne, cela existe? Et si oui, de quoi s'agit-il exactement ?» Ces questions sont importantes. Nous savons fort bien, nous, Européens, ce que vaut l'unité de l'Europe. Et au-delà de moments symboliques sans doute trop intensément vécus pour faire l'objet d'une pensée réfléchie, nous l'avons vu encore récemment, c'est avec un doute, une forme d'incrédulité que nous nous laissons enthousiasmer par certaines initiatives d'unification culturelle qui peinent à masquer les difficultés posées par la construction de cette identité en question, comme ces Mémoires d'Europe. C'est une anthologie parue en 1993 en 3 volumes, et qui, donc c'est une Europe d'avant l'euro, donc, et d'avant la crise de l'euro. Cette anthologie entendait donner de la diversité des patrimoines littéraires européens à un panorama uni. De même, que faire si l'occidental applique aux Chinois cette vision artificiellement unifiée qu'il hésite à avoir sérieusement de lui-même? Comme l'écrit J.B. Lee à propos de l'orientalisme postmoderne dans La Chine et le spectre de l'Occident, en France, où sur le plan vulgaire la Chine se résume à des plats cuisinés et à des livres traitant de feng shui sur les rayons des hypermarchés, l'idée d'une réalité moderne métissée de la Chine ne s'est pas encore imposée chez les savants postmodernes. Ainsi, l'Orient est une référence non pas en ce qui concerne les dilemmes de la modernité, mais toujours en tant que réserve de différence et de pensée traditionnelle. Orient imaginaire, où tout le monde est philosophe et mystique,
où toute pensée est traditionnelle. L'oriental n'est pas un être vivant, mais une philosophie de passivité, n'entendant pas faire violence à l'environnement naturel ou social, mais au contraire, s'employant à se perdre dans la grande forme du monde, pour mieux en épouser les contours. Et si donc cet occidental et cet oriental, un, uni et fantasmé n'existent pas, par quels ensembles hétérogènes et complexes les remplacer? Bref, par quel bout prendre tout cela? Autre problème, ces questions relatives aux conditions dans lesquelles ce dialogue entre cultures devrait s'installer et s'approfondir sont, dans le cas de la Chine, marquées du sceau d'une extrême urgence. En effet, si les choix de société peuvent s'octroyer le temps de la réflexion, les politiques se traduisent ordinairement par des décisions plus rapides qui modifient le quotidien et font évoluer, progresser les sociétés à toute vitesse, a fortiori dans la Chine d'aujourd'hui, société en proie à des défis sociaux, technologiques, écologiques, philosophiques majeurs, et dont l'appareil d'État doit, notons-le, à la fois contenir, orienter et promouvoir les diverses mutations. Or, comment apporter des réponses rapides aux questions que ce dialogue entre Chine et Occident pose depuis si longtemps? Comment faire en sorte que ce dialogue ne soit pas qu'esthétique ou superficiel, mais qu'il puisse durablement bénéficier au développement et aux connaissances de ces deux interlocuteurs? L'impossibilité d'établir immédiatement ces relations, supposant un long apprentissage de l'autre, laisse de la place à un autre type de sentiment, chez l'occidental comme chez l'européen, et ce sentiment, bien sûr, c'est celui de la panique face à cet autre qu'il lui faut pourtant bien désormais intégrer tant bien que mal dans sa propre évolution culturelle. Ainsi, la crainte de l'Occident en Chine existe, et cela même parmi la population, contrairement à l'opinion générale qui voudrait que l'État seul en soit le moteur stratégique. La vision impérialiste de l'Europe qu'a développée la propagande maoïste subsiste à l'état de trace, à savoir que, de radicalement hostile, elle a pris aujourd'hui la forme d'une méfiance plus élusive, mais toujours bien tangible, qui concerne principalement l'idée de tradition, qu'elle soit politique ou spirituelle, qu'elle soit fondée historiquement ou qu'elle ne relève que d'un sentiment. Je donnerai ici deux exemples. Le premier me vient de mes étudiants, à Shanghai, dont les réactions face aux écrits politiques de Rousseau ne manquent pas d'être variées. Familiarisés par leur scolarité avec le contrat social, ils n'en connaissent cependant, et pour des raisons évidentes, que la lecture programmatique, prescrivant les principes de l'organisation politique, et donc c'est une lecture révolutionnaire, et restent perplexes dès lors que leur est exposée l'interprétation utopique, ou plutôt contre-utopique, qui illustre au contraire l'impossibilité même du politique. C'est que Rousseau forme un repère à part entière dans leur univers référentiel et que le changer de place peut les déstabiliser. Les réactions face à ce déplacement de perspective sont mêlées et vont de l'intérêt pour la versatilité insoupçonnée d'un texte pourtant bien connu au rejet radical d'une pensée perçue comme subversive, pseudo-démocratique ou stérile, comme sont d'ailleurs jugés les mouvements de contestation de Hong Kong, la révolution des parapluies, mais qui, sous le prétexte d'une liberté indomptable, vise à bouleverser l'ordre politique et les traditions de la Chine. Il y a là donc un portrait de Rousseau en chinois traditionnel, pourvoyeur de sens, un portrait de Rousseau en occidental subversif, conduisant à l'oblitération sémantique, et un dernier Rousseau, entre les deux premiers, image vague et inutile, esthétisée d'une pensée révolue et désormais inopérante. Ces trois Rousseaux sont à l'image de la question de la modernité telle que se pose en Chine, et je vais y revenir. Il en va de même pour les fêtes chrétiennes, qui en un pays qui ne compte que 30 millions de chrétiens, se voient néanmoins de plus en plus célébrées par les plus jeunes, qui, comme le note Shen Weiji, suscitent des réactions significatives, comme celle de l'université de Xi'an, dans la province de Shaanxi, qui cette année a décidé de projeter le soir de Noël un documentaire sur les fêtes de la Chine traditionnelle et de le rendre obligatoire pour tous les étudiants afin d'endiguer, je cite, l'expansion de la culture occidentale et l'adoption de ces fêtes qui indiqueraient l'admiration aveugle des cultures étrangères. En revanche, la fête de Noël et son cortège mercantile gagnent en popularité dans les grandes villes comme Shanghai où les étudiants la célèbrent de plus en plus, mais sans aucune dimension religieuse, comme une manière de clôturer l'année et d'en faire le bilan. De même, on ne saurait nier qu'à côté de la fascination grandissante que j'évoquais ci-dessus, une certaine peur de la Chine étreint aussi, désormais, l'Occident. Une menace économique, commerciale, industrielle, technologique, peur de perdre au jeu de la concurrence internationale, peur de perdre le saint Graal de la supériorité intellectuelle ou culturelle, voire peur d'être conquis par l'autre, de devenir soi-même objet d'un enthousiasme, touristique par exemple, suspecté de relever de l'exotisme. Crainte en somme d'une inversion des rôles liée à la dialectique de l'histoire entre dominant et dominé. Comme l'écrit Randall Perenbaum, la Chine est perçue dans ce cas comme une menace pour l'Occident, dont elle serait susceptible d'assurer, dans un futur plus ou moins proche, la fonction historique de parangon civilisationnel, proposant en outre,
par rapport à l'Occident, un modèle capable de mêler à la globalisation et à ses défis la conservation des systèmes et des modes de vie en place. Ce sentiment de panique face à l'autre que je domine, et qui, au moment où le sentiment confus de mon déclin s'empare de moi, menace ensuite de devenir mon dominateur, est un sentiment du reste assez typique de l'Occident, dont une grande partie des évolutions, y compris politiques et scientifiques, est fondée sur une recette bien connue depuis Thomas Kuhn, et produit la formule pathétique du meurtre du père, phobie de la vengeance de la créature sur son créateur, du pharmacos à la fois poison et remède, source d'ordre et de dévastation qui peuple et terrifie tant notre imaginaire que notre histoire, d'Édipe et Laios à l'Allemagne nazie, aux formes actuelles de terrorisme anti-occidental, en passant par César, Brutus, Aristote, Platon, le régicide de Louis XVI et bien sûr Frankenstein. Ces craintes réciproques suscitent une conscience renouvelée et dramatique de l'importance de ce qui s'est passé, de ce qui se passe et surtout de ce qui va se passer, des réussites et erreurs passées, de la complexité du présent, des opportunités et dangers à venir. On peut juger ces angoisses comme autant de freins à un dialogue serein entre cultures, mais en réalité, elles pourraient fort bien en être le moteur, forçant l'un et l'autre à se poser la question de la marche de l'histoire, de son accélération, en des termes cependant tout aussi délicats à manier, tant leur définition et leur lecture tendent à varier. Je veux parler des idées de tradition, de modernité et de postmodernité, elles-mêmes soumises à des fluctuations contextuelles, historiques et géographiques. Pour Hannah Arendt, la modernité dériverait du doute universel cartésien, ayant donné naissance à une physique qui échappe à la représentation, la disparition du monde donné par l'essence entraînant celle de tout monde transcendant. Cette double disparition, notons-le, joue sur deux plans. L'idée d'une histoire des représentations, qui correspond en somme aux distinctions que l'on a pu faire, entre autres, entre nature et culture, et celle de représentation de l'histoire, qui renvoie quant à elle à la phénoménologie, à l'objectivation rationnelle, et si elle existe, à la subjectivation. C'est en ces termes, et selon ces dualismes, que la modernité fut ensuite analysée, entre autres par Blumenberg et Alain Touraine. Pour Blumenberg, dont l'orientation est historique, eh bien, Blumenberg fait du dialogue entre tradition et modernité la clé permettant l'interprétation adéquate des évolutions et évolutions inscrites dans l'histoire, et révolutions, pardon, inscrites dans l'histoire des représentations. Son ouvrage présente l'avènement de la modernité comme étant lié à l'apparition progressive de tensions entre des conceptions de l'histoire différentes, voire opposées. D'une part, le développement, le progrès technico-scientifique, qui réaliserait quant au monde physique un programme que l'on ne cherche désormais plus à appliquer au monde métaphysique. D'autre part, les résistances antimodernes, immobilistes de la tradition théologique. Enfin, le renvoi dos à dos de ces deux points de vue chez Rousseau, pour qui absolument tout est histoire, et pour qui toute l'histoire du genre humain, quelle qu'elle soit, passé, présent, à venir, ne peut plus être que celle de la dénaturation de l'homme par la culture et de son aliénation par la société. Le second, donc Alain Touraine, plus focalisé sur les représentations, conçoit la modernité comme le lieu d'un dialogue permanent entre raison et sujet, qu'il a fait apparaître tantôt sous un jour positif, le rationalisme donnant un sens à l'histoire, idéal progressiste aboutissant à l'efflorescence de l'individualisme et des droits de l'homme, tantôt sous un jour négatif, crise et atomisation du moi menacée par la société consumériste, un déficit sémantique généralisé, et de là l'ombre du totalitarisme. La modernité se trouve donc face à une alternative, soit une fuite en avant de l'action instrumentale, aboutissant à l'anéantissement du sujet, soit une combinaison, à tout le moins délicate à réaliser, entre poursuite des processus de rationalisation des sociétés et conservation, préservation du sujet. Bruno Latour, c'est dans un livre qui s'appelle « La pasteurisation de la France », donne ainsi une vertigineuse liste de synonymes tentant de circonscrire l'exception historique formée par cet Occident délavé par sa propre modernité. Voici la liste de synonymes. Le monde moderne, sécularisation, rationalisation, anonymat, désenchantement, mercantilisme, optimisation, déshumanisation, mécanisation, occidentalisation, capitalisme, industrialisation, post-industrialisation, technicisation, intellectualisation, stérilisation, objectivation, américanisation, scientifisation, société de consommation, société unidimensionnelle, société sans âme, folie moderne, temps moderne, progrès. Enfin, pour ce qui touche notre époque postmoderne, il convient ici de revenir une fois encore à la pensée de Jameson, auteur de l'ouvrage qui, en Chine comme ailleurs, fait autorité en la matière, le postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif, non plus pour ses pensées sur la Chine, mais pour la définition qu'il donne des stades de l'évolution de la civilisation occidentale, qui sont au nombre de 3. Tout d'abord la tradition, lieu de la passivité et du plein sens, cyclisme et récapitulation permanente de l'histoire et de la culture. Ensuite la modernité,
lieu de l'action, de l'intervention sur la nature, accompagné d'une conscience de l'histoire, du caractère accidentel des institutions, des traditions, et donc conscience des réorientations possibles des choix antérieurs, et lieu aussi de la disparition progressive du signifié subjectif. Enfin, la postmodernité, lieu d'une nouvelle forme de passivité qui voit la fin de tout signifié, qu'il soit subjectif ou objectif, qu'il concerne le sujet en lui-même ou son environnement. L'ère postmoderne a vaguement conscience des dangers liés à la conception moderne du monde, en regard de drames passés comme Auschwitz et les grands désastres écologiques chez le philosophe Hans Jonas. L'ère postmoderne s'en dégoûte, et elle se dégoûte aussi de l'anthropocentrisme des siècles passés. Elle se réfugie dans un inattentisme coupable, une prudence systématique, tout en encourageant paradoxalement, par les divers canaux médiatiques qu'elle tient à sa disposition, la surabondance d'informations, l'effacement progressif de la mémoire individuelle. Si évidemment on reconnaît dans ce dernier visage les traits de l'Europe contemporaine, la Chine, quant à elle, qui a connu une histoire ou plutôt un agencement bouleversé des séquences qui peuplent et découpent l'imaginaire historique occidental, a ceci de particulier qu'elle présente ces trois visages simultanément, ce qui explique qu'elle puisse sembler si paradoxale aux yeux des Européens. La Chine et son évolution spectaculaire se trouvent confrontées aux défis qui ont caractérisé l'histoire européenne dans ces trois dimensions, traditionnelle, moderne et postmoderne, et cela à une échelle incommensurable. C'est ce qui explique qu'un laboratoire chinois, l'Institut d'études avancées sur la culture européenne à l'université de Shanghai Jiaotong, puisse s'intéresser de si près à la modernité, au XVIIIe siècle français, qui en est l'un des plus importants jalons, et à Rousseau en particulier, qui, sans les créer, recueille en lui et redistribue dans ses œuvres toutes les contradictions de son siècle. Que cet institut, qui, pour une large part, concentre ses efforts sur la grande question de la modernité et de la modernisation de la Chine, ait été initié par l'université de Shanghai Jiaotong est significatif à plus d'un titre. Tout d'abord, il s'inscrit dans la réalité urbaine de Shanghai, qui est la ville la plus cosmopolite de la Chine, une ville qui porte en elle les traces de si nombreuses interactions avec l'Europe et l'Occident, encore, voire surtout aujourd'hui. Ensuite, Jiaotong, signifiant grosso modo communication, il convient de signaler que cette université est l'équivalent chinois du Massachusetts Institute of Technology, réputation qu'elle a acquise dès les années 1920 et 1930. Depuis sa fondation en 1896, la SJTU, comme on l'appelle, se concentre donc sur les sciences dures, pourvoyant des générations d'ingénieurs et de savants dans les secteurs de l'aéronautique, de la conquête spatiale, mais aussi dans d'autres domaines comme la chimie, les mathématiques, l'économie ou la médecine, ce qui ne l'a cependant guère empêché de développer également, et dès ses origines, un grand intérêt pour ce que l'on appelle les humanités. À titre d'exemple, elle a aussi contribué de manière décisive à l'élaboration de la bombe H chinoise. Parmi les 150 meilleures universités du monde, et les 9 plus prestigieuses de Chine, c'est l'Alliance C9, elle jouit d'une réputation internationale grâce au classement mondial des universités, appelé aussi classement de Shanghai. C'est par là que cette université est la plus célèbre, à mon avis, qu'elle publie chaque année. Enfin, l'université de Shanghai Jiaotong a établi des relations de long terme avec différentes universités occidentales, dont Paris Tech et l'université de Michigan, qui disposent d'ailleurs de leurs propres locaux sur le campus. Dans l'œil du cyclone, cette université, qui compte plus de 40 000 étudiants, est au centre des enjeux de la modernité et des relations entre Chine et Occident. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qui ait été fondé en 2011 l'Institut des études avancées sur la culture européenne. Celui-ci a pour mission principale d'interroger, par le biais d'une coopération permanente avec les institutions académiques de l'Occident, l'essence des cultures occidentales et chinoises, la culture européenne, son histoire, et plus spécifiquement, sans que ce soit limitatif, la notion de modernité, d'une part telle qu'elle est née et a grandi en Europe, sous l'angle rétrospectif, et d'autre part telle qu'elle se problématise aujourd'hui de manière cruciale en Chine, sous l'angle cette fois prospectif. Le professeur Gao Shuangyang a défini la mission de l'Institut en ces termes. La mondialisation actuelle, qui voit simultanément l'essor de l'Asie et l'élargissement de l'Union européenne, s'accompagne dans les sociétés humaines de changements fondamentaux dans le rapport au temps et à l'espace. Parallèlement, des dynamiques culturelles et intellectuelles deviennent des forces significatives du fait de la mutation sans précédent du continent asiatique, ce qui accélère l'entrée de la culture mondiale dans une époque de prospérité et de possible renaissance. Dès lors, malgré l'enchaînement des crises, malgré l'instabilité et les menaces qui pèsent constamment sur nous, les échanges culturels croissants entre Asie et Europe, ainsi que les nouvelles possibilités qui en découlent, renforcent notre capacité à faire face aux défis et aux épreuves, tout en conduisant peut-être l'humanité à un rapport plus harmonieux à la nature. L'Institut vise à étudier à la fois ce tout politique, culturel et intellectuel qu'est l'Europe et les appropriations dont celle-ci fait ou peut faire l'objet en Chine. L'Europe
est ici envisagé comme le résultat d'une expérience historique et intellectuelle susceptible d'interpeller une Chine à la fois au cœur de la mondialisation et en pleine redéfinition. En nous appuyant sur le brillant héritage des sciences humaines et sociales européennes, nous essayons de faire avancer ensemble l'Europe et la Chine. En approfondissant notre compréhension du passé et de l'avenir européen, nous mettons au jour l'apport possible de cette expérience au présent et à l'avenir de la Chine. À la faveur de l'intérêt grandissant des chercheurs chinois pour l'étude de la philosophie occidentale et de la politique de réforme et d'ouverture progressive qui a caractérisé la Chine des 40 dernières années, l'Institut, en tant que plateforme interdisciplinaire et internationale, promeut les échanges entre intellectuels chinois et occidentaux. En ce qui concerne la Belgique, des accords ont ainsi été signés avec la KUL et la Faculté des sciences politiques de l'ULB, mais d'autres partenariats existent également avec les universités d'Oxford, de Francfort, la Sorbonne, EHESS et Langzhou. Afin de déterminer, à la lumière d'un dialogue renouvelé entre cultures et à l'abri de l'ethnocentrisme, si l'humanité, son histoire et son progrès peuvent être repensés d'une manière fondamentale, les enjeux d'une telle interrogation étant, comme nous l'avons vu, nombreux. En collaboration avec le Bureau central de compilation et de traduction, l'Institut cherche également à rendre disponible une traduction renouvelée en langue chinoise des classiques de la culture européenne. Bon, je vous passe un petit peu la structure de l'Institut. Concernant les activités de cet institut, ces activités courantes et incessantes incluent l'organisation de journées d'études et conférences délivrées par des experts nationaux et internationaux sur des sujets divers comme la philosophie, l'histoire, la littérature, la théologie, la poétique, l'anthropologie, la linguistique, les sciences politiques et la sociologie, l'éthique des affaires ou les nouveaux visages du marxisme. Mais aussi de grands colloques internationaux comme celui de 2012, consacré à Jean-Jacques Rousseau, ou le forum de 2014 intitulé « La modernité, tradition culturelle et reconstruction morale » dans le cadre du programme « Modernisation, la Chine et le monde ». Les questions soulevées lors de ces réunions concernent par exemple l'opposition entre nature et culture au XVIIIe siècle, l'éthique postmoderne, la définition même de la modernité, les conceptualisations interculturelles de la tradition et de la modernité, les différents visages de la modernité en Chine, le rôle des biens de consommation dans les rapprochements culturels entre Chine et Occident, la nature rationnelle de la prise de décision, l'éthique technologique, mais aussi le postcolonialisme, la modernité de l'avant-garde italienne, les rapports entre émotion et connaissance chez Stendhal, l'esclavagisme au temps moderne, les missions de l'enseignement dans la Chine contemporaine, ou encore la figure de Mao Tse-tung dans la chanson populaire chinoise. Enfin, l'Institut a créé, en collaboration avec le Centre de recherche Europe-Asie et l'association Kubaba de l'Université de Paris 1, une revue intitulée Europeana, dotée d'un comité scientifique international composé de certains membres de l'ULB, publiée en français à Paris chez l'Harmattan, mais également traduite en chinois et qui, outre des numéros voués à des auteurs spécifiques, le numéro 3 de la série est ainsi consacré exclusivement à Aristote et Durkheim, se focalise sur de grandes problématiques comme l'identité européenne, la crise de l'euro, les phénomènes migratoires et la mobilité en Europe, ou encore l'évolution des systèmes des partis politiques en Europe. En guise de conclusion, parce que le temps passe, j'aimerais opérer ici très brièvement un dernier rapprochement entre les diverses activités de l'Institut et deux autres tentatives de comprendre l'autre. La première est l'œuvre de Rousseau. Dans le second discours, celui-ci, loin de demander à son lecteur ou à la société française de régresser, quitte à marcher à quatre pattes et à retourner vivre dans les forêts, fixe un objectif que seul Emmanuel Kant, dans l'anthropologie d'un point de vue pragmatique, semble avoir interprété adéquatement, à savoir que la nature vers laquelle Rousseau voudrait que nous portions nos regards n'est ni spatiale ni temporelle, mais intérieure. Elle fixe un invariant universel de la nature humaine qui, quoique soumis bien sûr à l'influence de l'histoire et de la culture, n'en demeure pas moins intact, créant dès lors, par sa persistance et sa résistance, une distance, voire une contradiction de plus en plus grande entre elle et la marche de la civilisation, son progrès, source du déchirement de l'être et des comportements dépravés qu'il doit désormais mettre en place pour survivre en société. Comme l'écrit Rousseau, l'état dont il trouve nécessaire de tenir compte pour juger adéquatement de notre position face à la nature, face à l'histoire et devant les hommes, est un état qui, écrit-il, n'existe plus, qui n'a peut-être jamais existé, qui probablement n'existera jamais, et dont il est pourtant nécessaire d'avoir des notions justes pour bien juger de notre état présent. Ce que Rousseau réclame de ses contemporains,
c'est le développement d'une plus grande empathie, une forme de sentiment générique susceptible d'éprouver ce qui, en l'autre comme en moi, que cet autre provienne de contrées distantes ou de temps reculés, manifeste l'humain irréductible et permet dès lors une meilleure appréciation des phénomènes sociétaux et culturels venus se greffer sur et parfois parasiter nos interactions. La seconde tentative est l'œuvre de l'historien de l'art allemand Aby Warburg, Aby Warburg pour les puristes. Interné en 1923 à la clinique du docteur Binswanger à Kreuzlingen pour de graves problèmes mentaux qui l'avaient conduit à tenter d'assassiner sa femme, Warburg, qui a voué toute sa vie à l'étude de l'art italien de la Renaissance, va y achever sa guérison en prononçant devant les autres patients, il faut s'imaginer cette scène, donc nous sommes dans la clinique d'un psychanalyste, et l'orateur est entouré de malades mentaux. Il décide donc de prononcer cette conférence qui, quelque part, est thérapeutique. Elle s'intitule « Le rituel du serpent ». Elle relate son voyage aux États-Unis en 1895, à Oraibi, dans l'Arizona, voyage qui permit à Warburg d'approcher une tribu d'Indiens Hopis et de se familiariser avec leur manière, la manière dont ils exprimaient à la fois physiquement, verbalement et graphiquement la terreur et l'adoration du serpent, animal symbolisant à la fois chez eux le danger et la fortune, puisqu'il représente la foudre et donc la pluie en un pays où il fait à tout le moins désertique. C'est à l'occasion de cette conférence de 1923 que Warburg va avoir l'audace d'appliquer à cette expérience américaine et indienne l'un des aspects centraux de sa méthodologie, l'Einfühlung, c'est-à-dire l'empathie, à savoir l'empathie rendue possible entre des individus, artistes, spectateurs, auteurs, lecteurs, par la survivance de formules de pathos universelles, états psychologiques fondamentaux dépassant le cadre de toute chronologie perceptible dans les représentations symboliques, donc extérieures, qui en ont été données en différents lieux et à travers les siècles. Cette méthode, qu'il avait déjà appliquée avec succès aux fresques du palais Schifanoia de Ferrare, dont il a élucidé en 1912 les motifs astrologiques en recourant à des écrits tirés de l'Antiquité égyptienne, permit ainsi à Warburg d'opérer un rapprochement frappant entre le rituel des Indiens Hopis, leur représentation du serpent, et la culture européenne, de l'idée de pharmakos à la maîtrise par l'homme moderne du XXe siècle de cette foudre qu'il fait passer désormais dans les câbles électriques, ce qui, très résolument moderne, fait disparaître dès lors la dimension métaphysique du serpent, en passant par Adam et Ève, le Laocoon, la médecine d'Esculape et les diverses représentations de l'ambiguïté de ce symbole du serpent dans l'Europe des temps modernes. Ces deux tentatives ouvrent la voie difficile mais fascinante du décloisonnement, l'une par un effort d'abstraction des réalités culturelles visant à atteindre des concepts suffisamment larges permettant la mise en place d'un dialogue entre cultures, l'autre au contraire par la documentation, le recensement, l'inventaire, la comparaison systématique de ces réalités culturelles qui indiquent dans quelle mesure il est possible de trouver le même dans l'autre et en quoi ce qui diffère permet de mieux cerner ce qui ne diffère pas, double visage de la recherche menée aujourd'hui par l'Institut. Je vous remercie.